Pierre Ninet en parlait aussi, c'est une drogue qui est folle. De voir que tu fais marrer les gens, pouvoir de ouf. Je suis allé marcher à Grand Boulevard, je suis allé marcher tout autour du théâtre. J'ai invité tout le monde que je croisais. Mon père était en mode, t'es payé pour ça? Et je fais, oui papa, c'est mon job. Je m'étais dit 27 décembre, tu vois, 2027, 2028, voire 2029, à l'Olympia. Et me dire, là, je me sentirais vraiment comédien. Bienvenue dans Rupture Co. Ici, pas de conseils de productivité ou de promesses de job de rêve, juste des invités qui discutent avec moi de passion, doute et de rapport au travail. Parce qu'aimer ce qu'on fait, c'est bien, mais payer son loyer, c'est pas mal non plus. Si l'épisode te plaît, n'hésite pas à laisser ton avis et à le partager. Bonne écoute. Salut Simon. Salut mon Raph. Comment tu vas? Ça va au top. Thomas, c'est une galère. Je sais. Okay. J'ai envie de l'imiter, mais l'imiter assis, c'est compliqué. L'imiter debout, c'est très simple. Il a un mouvement de hanche totalement... Ah ouais, t'as analysé la façon dont il se comporte et tout. Beaucoup ça, quand il est à l'oral. Il va, caresser le cou, petit mouvement de hanche, et chez Nexity, ça marche de ouf. J'imagine. Écoute, merci d'être venu. Il fait un temps catastrophique, comme tu l'as dit, donc j'espère que c'est pas trop galère. C'était un plaisir. Sur la fin. Ouais, j'ai fait une partie flotte. D'accord. Bon. Mais en musique. En musique, donc c'est ça. Donc c'est un petit kiff. Parfait. Je te le disais avant en off, mais t'es le premier qui fait un peu de l'art vivant. Donc ça me fait méga plaisir que tu sois là pour qu'on puisse en parler, parce que moi c'est quelque chose qui pas forcément me passionne, parce que j'irai pas jusque là, mais qui m'apporte beaucoup, donc ce serait cool qu'on en parle avec toi. Avec grand plaisir. Simon, je vais un peu te présenter brièvement, mais en fait vas-y. Plein de trucs. T'as commencé par faire médecine, ensuite t'as fait une prépa, ensuite t'as fait une école de commerce, l'Institut supérieur du commerce. Ouais, facile à comprendre. L'ISC. Ensuite, t'es parti sur le cours Florent, des spectacles, bref, beaucoup de choses. On va entrer dans tout ça, mais d'abord, comment tu te présentes quand on te demande ce que tu fais dans la vie? Depuis peu, je suis heureux quand on me dit qu'est-ce que tu fais, de dire je suis comédien. Rien que ça, c'est un pur kiff. Avant, j'assumais moins, même si j'avais mon spectacle et tout, parce que j'avais l'autre partie qu'on expliquera sûrement, où je donne des formations de prise de parole, etc., le côté entrepreneur et tout. Mais maintenant, ça y est, je suis bien dans mes baskets et je suis comédien, je suis même auteur, là, scénariste pour un pilote de mini-série qui va se lancer bientôt en tournage. Et rodage du deuxième spectacle, donc ça y est, je suis enfin dans mes bottes. Ok. Le petit rêve de gosse. Donc t'as commencé à quel moment à t'appeler comédien? Là, il y a 1 an et demi, 2 ans. Vraiment. Ok, quand t'as commencé à faire ton spectacle. Quand j'étais en milieu du spectacle. Même au début, je sais pas trop je sais pas pourquoi, j'avais une sorte d'imposteur truc. Et là, ça y est, ça part. Ok. T'as vu que tu remplissais des salles régulièrement et que en fait, c'est bon. T'avais réussi à remplir les premiers retours sur Bière Éduc, là, je me suis dit, c'est bon. Même la SACD. Vous êtes auteur, machin. Ah ouais? Ok, ouais. C'est quoi ça? C'est pour les droits d'auteur, quand t'écris un spectacle, etc. Tu mets ton spectacle sur la SACD. Et du coup, comme ça, si imaginons, t'es référencé là-dessus, tu gagnes des droits d'auteur. Et puis je l'avais coécrit avec mon co-auteur Bruno Cadillon, qui était aussi mon metteur en scène sur le premier spectacle. Ouais. Et du coup, comme ça, dès qu'on jouait, forcément, il y a une part qui est aussi reversée à D'accord. Et SACD, ça veut dire quoi? L'acronyme, c'est Société des auteurs, quelque chose. Et en gros, c'est pour protéger les droits. Si imaginons quelqu'un kiffe ce que tu fais ou ce que tu as écrit et qu'il le reprend, tu touches des droits dessus. D'accord. Grosso modo, c'est pour protéger ton œuvre. C'est un peu la SACEM, mais C'est la SACEM des écrits, exactement. Sachant que tu as une partie musique aussi à la SACD. Ça, je ne savais pas. J'ai su qu'après. Non, je vais pas te challenger là-dessus parce que du coup, je suis chaud patate. Ça m'échappe. Comme je disais tout à l'heure, en fait, t'as fait plein de trucs avant d'arriver au cours Florent et faire ça. Ouais. Pourquoi t'as fait médecine? C'était mon petit rêve aussi que j'avais en tête parce que je faisais beaucoup de comédie, de conneries, etc. Ce qui m'a mené à faire du théâtre. J'adorais le théâtre, mais je sais pas, moi je viens du Mans et il y avait un truc où dans ma tête, c'était pas forcément le truc où tu dis je peux y arriver. Ça, c'était souvent plus les autres ou au moins il y avait pas d'exemple, tu vois. Au moins les exemples c'est Stevie Boulet. J'ai rien contre Stevie Boulet. On lui fait une bise. Mais comment? Tu parles pas de médecine, mais de comédie. Ouais, de comédie. Donc du coup, j'avais pas forcément en tête de me dire je serais comédien ou quoi. Enfin, c'était un rêve, mais je me dis pour l'instant voilà. Et le deuxième rêve, c'était de me dire comment je peux. J'avais vraiment ce truc de vouloir aider les gens, d'apporter un truc aux gens et tout. Et je me suis dit, médecine, typiquement, t'es là pour un peu sauver des gens, aider des gens. Et j'ai raté ça hyper bien. J'étais 950e sur 1300. Je suis pas peu fier de ce score. Et j'ai quand même disséqué un cadavre.
Pas mal. C'est une expérience. En première année, du coup? Ouais, parce que j'ai eu la chance, je suppose une chance, mais de faire un tutorat. Okay. Et dans ce tutorat-là, en gros, t'avais un midi, donc je t'avouerais que c'est le midi où j'ai le moins mangé de ma vie, où tu pouvais faire dissection de cadavres. Et du coup, là, je me suis dit, ok, je vais peut-être pas faire ça tous les jours. Ok. Tu t'es en médecine 1 an, autant couper un cadavre tout de suite. Ouais, c'est ça. Au moins, tu sais si t'es bon, t'es pas bon. Bon, t'as pas envie de faire ça tous les jours. En plus, en médecine, je faisais plus des blagues pour faire rire les copains, parce que c'est quand même une année où moi, je l'avais fait au Mans. On était peu nombreux. On était rattachés à Angers, à la faculté d'Angers. Ouais. Et là où c'est cool, c'est que on était moins nombreux, donc t'avais moins la pression. Mais honnêtement, c'est une année où c'est une grosse compète. Donc les gens sont très compètes, mais malsains. Au-delà même de trash talk ou de trucs, c'est la pression. T'as pas le côté vraiment très pote entre les gens. Je me souviens d'un mec, premier truc, je pensais que c'était un pote et je lui dis putain ça j'ai pas trop compris, tu pourrais m'expliquer? Il me fait bah non, je suis désolé, c'est le concours. Je fais waouh. Ok. On rentre là-dedans, Michael Jordan. Et non, et après du coup, j'avais 4-5 potes en médecine je les faisais marrer, je faisais des vannes, enfin j'avais besoin de me détendre de cette atmosphère où tu fais 8h 23h à bosser, tu fais pas trop de sport, tu bouffes un peu de la merde et t'as pas eu envie de réussir l'année d'après? Non, non, le score était assez bien pour me dire t'es pas là-dedans. Non, j'ai fait une crise d'angoisse au concours, au deuxième concours. Ouais. Crise d'angoisse totale. Et j'étais content de moi parce que j'avais su gérer pendant ces 3 heures d'épreuve. C'était une épreuve à, je sais plus, sur des trucs de calcul ou quoi. Et j'étais en crise d'angoisse du début à la fin. Wow. Et j'ai juste géré pour essayer de ne pas vomir à la fin. Et j'ai fait, putain, j'ai pas vomi. Mais bon, j'avais pas répondu à beaucoup de questions. Et là, je me suis dit, mec, t'es peut-être pas à ta place. C'était quoi? Parce que c'était en gros 9 mois qui menaient à un concours hyper exigeant. Ouais, t'avais 2 concours en gros. T'avais un premier en janvier qui te donnait un classement là où j'étais vraiment pourri. Et le deuxième, j'étais meilleur, mais ça correspondait. Par exemple, il y a des cours d'anatomie qui étaient plus concrets pour moi, donc ça je comprenais. Mais tout ce qui était biologie, biomol, truc, enfin je t'en passe. Mais je bossais dans le vide. Il y avait combien de personnes retenues sur les 1300? Il y en avait 10% en médecine, je crois que c'était 120, 130 en médecine. Et après, au maximum, avec le médecine, pharma, kiné, tout ça, au maximum, il y avait jusqu'à 250, 300 personnes, grand max. C'est hyper select, quoi. Ouais. Okay. Donc, partout. Effectivement, 950, c'est un peu loin. Oui, j'avais peu d'espoir. Donc, t'as fait médecine et que t'as échoué avec brio. Tu t'es dit, vas-y, l'école de commerce, ça doit pas être si compliqué que ça, je vais faire une prépa. Même pas, je savais pas quoi faire, parce que c'était mon plan. Et après, je savais pas du tout. Donc, pendant 2 semaines, j'ai réfléchi, j'ai discuté avec ma famille, discuté avec mon oncle, etc., de trucs que je pouvais faire. Et je m'étais dit, vas-y, je vais me faire, je sais pas, je suis fan de sport. Pourquoi pas un truc dans le marketing sportif, alors que je n'ai aucune idée à ce moment-là de ce que veut dire marketing. Et mon frère rencontre au marché au Mans sa prof de prépa de géopolitique qui lui dit, parce que évidemment quand on rate médecine, les gens te disent bah faut que tu fasses fac de bio. Sauf que bah j'avais aucune idée, aucun truc particulier pour faire fac de bio. Et du coup bah elle m'a dit, la meuf a dit à mon frère bah il peut s'inscrire en prépa. Et après bah du coup tu fais prépa, école de commerce, etc. Bon bah beaucoup plus général. J'ai fait 2 ans de prépa. Non, c'était 2 ans. C'était en 2 ans le truc. Et j'ai kiffé la prépa. Déjà, pas mal ça. J'ai kiffé. J'avais super bande de potes et c'était bienveillant. C'était pas une prépa, tu sais, trop compétitrice, trop élitiste. Forcément, eux leur stats c'est sur les meilleures écoles que tu peux avoir. Mais il y avait un côté vraiment humain. Les profs étaient au top. C'était la prépa à Gabriel Touchard au Mans. D'accord. Et c'était un bonheur. Déjà après médecine, moi, l'idée que tu puisses avoir des pauses, rigoler avec les gens, c'est un vrai kiff. Et non, t'as des réflexions, t'as des trucs qui poussent un peu intellectuellement. Tu peux aussi faire des grosses vannes. Je me souviens d'une colle de culture G où fallait faire l'inattendu. Du coup, j'ai fait ma 3e partie en premier. Après, j'ai fait ma conclusion. Après, j'ai fait mon intro. Après, j'ai fait ma première partie. J'ai chanté Carlos. Et j'ai eu 11 pour l'humour et 0 pour la culture. D'un point de vue pédagogique, c'est assez compliqué, mais bon, la forme était cool, quoi. La forme était coolos. Okay. Donc non, j'ai fait ça et après j'avais plusieurs écoles et j'ai choisi la moins bonne au classement, mais celle où je me suis senti le mieux à l'oral. Ok. Parce que du coup, tu faisais les oraux dans chaque école, enfin tu faisais les... Où t'étais pris, T'avais 5-6 écoles, donc j'ai fait Strasbourg, Montpellier, Nancy, j'étais à Télécom aussi, enfin des écoles comme ça. Et l'ISC, c'était la moins bonne au classement, mais en étant là-bas, je me suis senti hyper bien. Et je me suis dit après,
quel que soit, un peu en mode Patrick Bruel, tu vois. L'important, c'est pas les cartes, c'est ce que t'en fais. Bing, c'est pour vous les tweetos. Il est sûr qu'il est connu pour ça. Donc école de commerce, tes parents par rapport à tout ça, est-ce qu'ils t'avaient un peu dit quoi faire, ils t'avaient laissé les rênes, tu sais ce que tu voulais? C'était eux, c'est le deal était simple, faut que j'ai un diplôme, mais c'est normal pour un peu sécuriser le truc. Après, j'ai tenté médecine, ils m'ont laissé tenter médecine. Même si peut-être qu'ils pouvaient se dire je n'étais pas forcément fait pour ça par rapport peut-être à l'émotion, à plein de choses, même dans le métier au-delà même du concours. Ouais. Et mon père, lui, il avait fait une école de commerce, mes frangins ont fait une école de commerce, donc si tu veux, c'est une route toute tracée pour un diplôme qui peut être assez générique et où tu te démerdes quoi que tu veuilles faire dans ta vie. Okay. Mais sachant qu'en gros, lors de ma deuxième année de prépa, j'ai croisé comme ça au détour d'une rue la mère d'un pote d'enfance qui m'a dit oh en fait j'ai pensé à toi, on va faire de l'impro cette année sur des cours dans une ligue d'impro au Mans et si ça te chauffe moi je vais le faire et tout et je fais bah vas-y go. Trop bien. Et donc en fait en même temps que ma deuxième année de prépa j'étais en ligue d'impro au Mans avec une prof qui était géniale qui s'appelle Fabienne Chauveau et là j'ai kiffé et là il y a vraiment eu un twist de j'ai commencé à prendre confiance en moi, à extérioriser toute l'imagination, les conneries que je pouvais avoir. Et l'impro, ça a vraiment changé tout. Et je voyais même une dame qui avait fait ce cours d'impro-là et qui avait 40 ans et qui était stressée dans sa vie, qui était pas bien, etc., etc. Et au bout de 6 mois, le premier cours, elle disait pas bonjour. Elle était vraiment introvertie de ouf, vraiment. Ouais. Et au bout de 6 mois, ouais, de ouf. Ouais. Et elle avait vraiment des mots à dégager, quoi. Okay. Et au bout de 6 mois, tu sentais qu'elle était mieux dans sa peau, mieux dans sa vie. Et j'ai dit, ok, t'as vu le côté un peu magique de cette démarche, c'est ça, quoi. Exactement. Et toi, quand t'es arrivé dans ce cours-là, est-ce que c'était comment? T'étais déjà à l'aise à l'exercice ou alors au contraire, c'est un terrain de jeu où, où je pouvais me libérer. C'est-à-dire que tout ce que j'avais en tête comme conneries, etc., j'avais la liberté de le faire. Si je voulais interpréter un animal, je pouvais faire un animal. Si j'avais et même ça te canalise l'énergie, ça canalise les blagounettes qui ne servent pas à l'impro pour que l'histoire avance et tout. Et non, j'étais comme chez moi. Je me sentais à l'aise. Ouais. Ouais. Ok. C'était juste un cours d'impro. C'était rattaché à une école de théâtre, quelque chose? Non, c'était vraiment cours d'impro, rattaché à un truc qui s'appelait la Folie Théâtre, mais c'était vraiment de l'impro pur, pur et dur. Et ça, dont on a fait au Mans, t'as continué après? Et après, en fait, c'était ma deuxième année de prépa. Ouais. Après, je suis pris à l'ESC et les amis de mes parents m'ont offert pour mon anniversaire un stage au cours Florent. Ah. D'accord. Et pour mes 20 ans. Et en gros, je passe la semaine de stage au cours Florent quasiment à une semaine près avec mes oraux de concours en école de commerce. Donc deux mondes un peu qui n'ont rien à voir, qui se battent quoi au même moment. Un peu ça. Ouais. Et ma semaine au cours Florent, je suis comme en impro. Donc tu peux faire soit théâtre, soit cinéma, soit impro en thème. J'ai continué sur l'impro. D'accord. Et mec, le bonheur quoi. Tu fais 7 heures d'impro par jour. T'es là à faire que des conneries, le mec il te dit putain c'est bien et toi tu fais mais j'adore ce modèle. Ouais. Et c'était David Garel, le prof, super prof d'impro. Et qui n'a rien à voir avec Louis Garel, j'imagine. Qui n'a rien à voir avec Louis Garel. Malheureux. Ouais. Ou heureux pour lui, peut-être qu'il s'en porte très bien. Mais la carrière n'est pas la même. Non, mais super prof d'impro au cours Florent là-bas. Et tu vois, lui à un moment, il y a un jour, je me souviens très bien, il nous apprend à faire des vrais ralentis. C'est-à-dire que d'un coup on marche comme ça et d'un coup il fait un vrai ralenti. Et à partir du moment où tu maîtrises un peu ça, je te jure j'ai fait des ralentis pendant 1 mois. Dès que je croisais des gens, je fais attends, tac. Et dans la rue je faisais un ralenti. Ok, vas-y, comment tu fais un bon ralenti? Mais en fait c'est que tu contrôles. Oh là là. Bah oui, bon, désolé, je suis parti là-dessus. Mais en gros c'est que avant tu fais un ralenti, tu faisais genre tu vois tu faisais ça et tout avant en disant que c'était du ralenti. Mais lui il te fait un ralenti où vraiment t'es genre tac. Et tu bouges des millisecondes, et tu vois, t'as ton corps, et tu maîtrises en fait tout ton corps, tu gagnes tout ton corps. Okay. Et en fait, t'avais tout un truc sur la maîtrise du corps au global. Donc ça, après, je m'amusais parfois à marcher d'un coup, ralenti, et les gens me disaient, mais mec, t'es chelou. Et je fais, bah non, mais attends, c'est un skill trop bien à avoir dans la vie. Et donc, c'est clair. Donc je faisais ça pendant tout le truc, mais non, et puis tu rencontres l'impro, ce qui était cool, c'est que c'est le seul stage au cours Florent où tous les âges sont mélangés. Donc, t'avais un môme de 14 ans et un mec qui devait avoir 45 piges. Et ils venaient pour différentes raisons. Il y en avait qui faisaient le stage. Moi, je savais pas qu'on pouvait être pris après au cours Florent.
Vraiment, j'étais un peu en mode touriste là-dedans. Il y en a qui venaient, il y en a un, je me souviens, c'est parce qu'il allait bosser chez Google et qui voulait être assez à l'aise pour exprimer un truc devant des gens qui avaient plus d'expérience que lui, etc., etc. Okay. Il y en avait un qui était restaurateur, qui a son resto qui s'appelle Augusto. Et je me souviens, lui, il avait eu des problèmes dans la vie, il voulait juste extérioriser ça une semaine en impro. Donc t'avais un peu de tout. Et je me souviens d'une impro qui était hyper mignonne, où t'as le môme de 14 ans avec le mec de 45, et le mec de 45 dit genre j'endorme-son. Et le môme de 14 ans n'a aucune idée de ce que c'est et de qui c'est. Et il dit, ouais, je connais cet architecte. Et le mec fait, mais non, mais c'est pas. Et le mec il fait, mais si, continue, c'est une impro. Et je trouvais ça cool, le mélange des cultures, le mélange des idées, etc. Et il y a d'ailleurs un mec qui perce bien sur scène, qui est Félix Junier, que j'ai rencontré à ce moment-là, qui devait avoir, je sais pas, 17-18 ans. Et je suis content, je vois qu'il lui aussi continue en spectacle. Et il a son spectacle d'ailleurs à la scène Barbès pour ceux qui veulent le voir. Okay. Voilà, on fait partager les copains. Name drop aujourd'hui. On fait partager les copains. Donc ton stage, ça a duré une semaine, tu me dis? Ouais. Seulement une semaine? À la fin, retour écrit du mec. Non, mais retour écrit. Et retour à la réalité aussi. Mais retour écrit du gars qui te fait un débrief de tout ce qu'il a vu de toi pendant une semaine. Ah, c'est cool. Donc trop bien. Ouais. Et petit boost ego trip, c'est que le mec il te dit, mec, c'était super, t'as pris des risques. Évidemment, il y a des moments où t'as compris que la blagounette, fallait pas trop en faire. T'as montré plein de choses et je serais ravi de pouvoir explorer ce potentiel-là. Donc t'es admis au cours Florent. Et t'es admis au cours Florent? Ouais. Ok. Et donc t'as le papier, tu sais, t'as un peu. Et je me souviens très bien, je reçois ça, je suis à Pornichet avec ma famille, avec mes cousins, mon oncle, ma tante, mes parents, mon frangin. Et en gros, ça m'a permis aussi de faire mon choix encore plus d'école. J'étais bien à l'ISC Paris, mais je me suis dit, bah, je vais faire l'ISC Paris, je peux faire les cours Florent à côté, tu vois. Et je vois ma mère, elle me fait, bah non, c'était pas dans le truc. Au début, elle est pas trop chaude là-dessus. Moi, je suis comme un ouf. J'appelle un pote pour dire, mec, je suis pris au cours Florent. Tu sais, je suis dans le déni de ce qu'a dit ma mère. Et mon frangin dit à ma mère, il fait, mais attends, tu vois bien que là, il est heureux, que c'est son truc. Vas-y, on fait ça. Et évidemment, c'est un coût aussi en plus de l'école de commerce, c'est cours Florent, tu vois. À l'époque, c'était 4000 balles l'année à l'époque. Okay. Et je crois que ça a un peu augmenté. Et même mon oncle et ma tante disaient, mais on peut t'aider s'il faut. Mon oncle m'a dit, il a vu le truc, il a vu le papier, il fait, non mais nous s'il y a besoin et tout. Et ma mère a fait, non mais je peux faire ça pour mon fils, machin. Et après même, enfin, on s'est arrangé là-dessus. Ouais. Acculé par tout le monde. Ouais, de ouf. Et qu'elle fait, non mais attends. Et non, et j'ai la chance d'avoir mes parents qui m'ont soutenu là-dedans, tout en me disant, bah, fais ton diplôme. Et une fois que t'as ton diplôme, si t'as envie de faire quelque chose de là-dedans, bon, bah, t'iras à fond, mais au moins t'auras une sécurité. Et ça, je les comprends totalement là-dessus. Et du coup, j'ai fait les deux et c'était un pur bonheur. Alors attends, donc t'as fait l'ISC Paris, c'était un diplôme en 3 ans, j'imagine. Ouais, pas c'est ça. De mémoire sur ton CV, c'était 2017-2020, un truc comme ça. C'était 2016-2019. Ok. Ouais. Trompé d'un an, ça va. Ouais, t'es dedans. J'avais dit à mon père, je choisis cette école, mais je veux essayer d'avoir un impact ou de créer quelque chose dans cette école. Il y avait vraiment un bon feeling et j'ai kiffé mes années dans cette école-là. Et en fait, par l'impro, par le côté scène, je me suis dit, bah, je veux mettre de l'impro pour les étudiants aussi. Et là, j'ai appelé Jean-Baptiste Chauvin, qui est un des champions du monde d'impro. Donc, champion du monde, c'est champion du monde francophone. Qui a créé avec Papy Déclic Théâtre à Trappes, où il y a eu Jamel Debbouze, Alban Ivanov, Arnaud de Samer. Et j'appelle ce mec-là, pour moi, c'est les Zinedine Zidane de l'impro. Et il me répond, et il est chaud pour donner des cours d'impro à l'ISC. Aux étudiants. Donc, on a pris un format où on a demandé à ceux qui voulaient s'inscrire, on avait une 40aine d'étudiants pour tester le truc. Et à la fin, l'idée, c'était de célébrer ça autour d'un match d'improvisation qu'on a fait au cinéma Pathé-Levallois à l'époque. Et où il y avait tout le comité de pédagogique, les directeurs de spé, le président de l'ISC qui était là. Et ils ont adoré. Et ils ont dit, mec, on veut ça. Enfin, pas mec, mais un peu plus, tu vois. T'as compris l'idée. Voilà. Et en gros, on veut ça pour les étudiants. Et je dis, bah, go. Et en fait, je me suis dit, bah, je vais peut-être créer un truc là-dedans. Et c'est là où j'ai créé ma structure, où je me suis dit, bah, je vais faire de l'entrepreneuriat en dernière année, où j'ai rencontré Thomas Colossi. Pour ceux qui n'ont pas encore vu l'épisode, regardez-le. Et en fait, j'ai pu créer ma boîte autour de ça. Et la première qui m'a donné ma chance pour donner des cours, des formations, c'est Bianca Loret, qui était la directrice pédagogique de l'ISC Paris, que j'embrasse, qui était une femme extraordinaire. Ok. Donc quand même, je vois que dès tes études, t'as quand même eu l'envie, la motivation de lancer des trucs. Ouais. Juste pour comprendre, quand tu voulais lancer donc le Comedy Center, je crois que ça s'appelait comme ça. Ouais. À l'ISC,
Il a fallu que tu démarches Monsieur Chauvin, j'oublie, Éric Chauvin. Jean-Baptiste. Pardon, Jean-Baptiste Chauvin, et donc il fallait le rémunérer, j'imagine, ou alors c'était pro bono, il donnait des cours aux étudiants parce que... Non, rémunéré, c'était avec sa structure, c'était un Pro France à l'époque. Et il y avait lui et aussi Johanna, qui était une autre prof d'impro, qui venait. On avait 2 salles de cours à chaque fois par semaine. Et en gros, ouais, c'était rémunéré. Donc nous, on par nos événements, par ce qu'on pouvait proposer, on proposait aussi des avant-premières au cinéma. On avait eu Dr Knock avec Omar Sy, on avait eu Le Sens de la Fête avec Toledano Nakash. On pouvait proposer ça aux étudiants et puis on essayait de faire des choses pour pouvoir rémunérer ça. Aussi, on a eu l'aide de l'école évidemment pour subventionner l'événement. Trop bien. Et vraiment, les gens, c'était cool de voir les étudiants montrer qu'ils avaient du potentiel. Tout le monde a le potentiel de faire de l'impro. Ça paraît ouf, ça paraît dur, mais une fois qu'on est dedans, en fait, c'est petit à petit, on prend confiance. Et puis, je pense que toi, le premier, t'as vu ça aussi en faisant de l'impro là. Carrément, l'impro, du coup, moi, j'en ai fait très vite fait. Il y a 1 mois, j'ai fait juste un cours d'impro qui a duré 2 jours. À l'instant où j'arrivais dans la salle, j'étais pétrifié. J'avais peur. J'avais un pull, j'ai fait l'heure dans le plan pull en arrivant, vraiment. Et je l'ai gardé pendant 3 heures parce que en dessous, c'était un marais. C'était abominable. J'ai eu tellement chaud. Mais au moment où tu passes sur scène, voilà, tout le monde te regarde, t'es face aux lumières et là, tu peux rien faire à part jouer. Et là, trop bien. Et ta première sensation de premier cours d'impro que t'as fait? J'ai pas vraiment fait de cours d'impro. En fait, moi, je suis du théâtre classique. En fait, ma prof nous a dit, les gars, dans 2 semaines, il y a un concours, donc on va en faire là 1/4 d'heure. Et c'est en mode, ok, vous avez 4 mois à caler, le thème c'est télé-réalité, allez-y, débrouillez-vous. Tu vois, c'était très vite fait. Mais je trouvais ça cool de voir vraiment le tac au tac, tu as pas de texte à apprendre et tu te débrouilles. Mais comme je te disais, j'arrive là-bas, chaleur, mais j'ai adoré, un pied monumental. Et donc 3 jours après, la finale, du coup, dans un vrai théâtre devant des 600 personnes. Pareil, le stress, mon cœur a explosé. Et en fait, dès que tu vas sur scène, en plus, j'étais tout seul à commencer, je faisais Nikos à la gaz, c'était une catastrophe. Enfin, non, ça s'est très bien passé, mais. C'est super de démarrer par Nikos. Voilà, mais tu te pousses un peu la voix comme ça, et là, c'était ouf, quoi, parce qu'il y avait des rires et tout, c'était trop bien, trop bien. Et les gens étaient bienveillants, donc je pense que ça aide beaucoup. Mais non, impro, c'est génial, mais du coup, tu vois, moi, c'est un truc que je découvre aujourd'hui, mais je me dis, à l'ISC, donc c'était il y a 8 ans, les étudiants, avoir une démarche de faire de l'impro, c'est quand même pas rien. Enfin, faut avoir une assurance quand même déjà de base, ou alors vouloir se mettre en danger. Ce qui est pas forcément un truc que t'attends forcément d'étudiants. Toi, tu l'as ressenti comme ça? C'est en fait, il y avait déjà un truc où le fait de faire les cours Florent, je te dis 2016, c'était une confiance en moi que j'ai eu d'un coup, c'est que l'impro m'a fait du bien, et après d'être à l'aise à l'oral sur les projets que tu présentes, sur les présentations que tu as à faire en école, etc. Moi, c'était un kiff de passer à l'oral, et t'en avais qui avaient un peu peur du jugement, ou peur du regard des autres, qui étaient pas forcément à l'aise. Donc parfois, ils te regardaient, ils disaient, putain, c'est trop cool que tu fasses ces cours Florent, c'est trop cool de te voir, machin, etc. là-dessus. Et je dis, mais mec, tu sais, c'est juste un déclic, un peu en mode M6. Et bim! L'île de la tentation. Et non, et en gros, je lui dis, tu sais, c'est tout con, et je me suis dit, bah, c'est là où j'ai eu envie de leur dire, mais attends, on va faire des cours d'impro. Et après, j'avais fait en sorte qu'il y ait un premier mini spectacle d'impro pour qu'ils comprennent ce que c'est. Et Jean-Baptiste Chauvin était venu avec 2 autres comédiens pour faire un 1 versus 1 en impro. C'est-à-dire qu'il y avait des sujets que les gens écrivaient sur des papiers. Donc tous les publics, donc c'était des étudiants qui écrivaient les sujets. C'était mis dans une sorte de boîte. Lui, il piochait, et eux, chacun avait des bottes secrètes. Par exemple, la botte secrète de Jean-Baptiste Chauvin, ça pouvait être à la façon de Marcel Pagnol. Donc tu fais toute l'impro façon Marcel Pagnol, ou tu le fais selon une comédie musicale ou n'importe. T'as des contraintes comme ça. Et en gros, d'avoir vu ce spectacle-là, les mecs étaient morts de rire. Ils se sont dit, mais attends, on a cette liberté de faire ça. Et sachant que l'impro, c'est un climat qui est forcément bienveillant. Sinon, si on est dans le jugement, etc., t'avances pas, tu peux pas, ceux qui sont stressés, etc., peuvent pas faire les choses. Et en fait, donc on a fait petit à petit, tu vois. Et on avait fait un cours d'initiation au truc. Et après, il y avait une cotisation pour les cours, et une petite cotisation pour faire en sorte que les élèves soient, les étudiants, soient assidus au cours. Et donc, t'as fait tout ça à l'ISC, on peut en parler des heures, parce que moi, ça me passionne, mais allons sur Oser, plutôt. Oser, c'est ton projet que t'as lancé, donc, post-diplôme. Dans le diplôme. Dans le diplôme, ok. Ouais. En gros, en M2 entrepreneuriat, on avait l'opportunité de créer sa boîte en même temps qu'on faisait le master. Et donc, en fait, tous les projets que je faisais, je le tournais autour de ma boîte. Au lieu de choisir un projet lambda et inventer un projet, j'avais le mien, et je me dis, je vais l'utiliser, et ça me permet de travailler entre guillemets gratuitement dessus, c'est-à-dire via l'école qu'on a,
sur le marketing, l'image de marque, les statuts que je vais mettre sur la boîte, etc., etc. Et de challenger, développer l'idée avec les professeurs qu'on avait, les intervenants qu'on avait. Okay. Et la chance que j'ai eue, c'est d'avoir des super potes, Marc Delpy et Thomas Colleux de promo qui et on leur fait des dédicaces aussi. Il y aura beaucoup de name drop, hein. Je suis désolé d'avance mais il faudra avoir beaucoup de profils Insta. Et eux m'ont donné ma chance aussi comme premier contrat pro. D'accord. C'est-à-dire que Thomas, il est rentré chez Nexity en stage en janvier ou décembre 2018, janvier 2019. Et il était à l'incubateur Nexity, il fallait coacher les incubés en termes de comment tu pitches ton projet. Et donc il dit moi je connais quelqu'un qui a sa boîte et tout, et j'avais pas encore fait les statuts, que j'avais déjà des contrats, déjà fait des devis qui me payaient. Du coup j'ai créé ma boîte officiellement en avril 2019. Et donc, j'avais perçu tout ça à ce moment-là. Mais il m'a fait confiance directos. Et donc, je me suis présenté. Je me souviens, l'entretien du gars, il me fait « T'as déjà fait ça avant ?» Je suis « Bah oui, bien sûr. » Oui, bien sûr, tout à fait. « C'est quoi ton TJM ?» Je suis « Pardon. » Je connais pas ce mot-là. Il me fait « Bah, ton taux journalier moyen. » Et là, je fais en gros, combien je suis payé, quoi. Ah, ok, voilà. Je t'ai perdu dans l'entretien. T'as donné un chiffre qui tient la route ou alors tu t'es tiré une balle dans le pied? Non, j'ai donné un chiffre qui tenait à peu près la route. Je me suis dit, ils ont du budget. C'est 100 balles. Et, et grâce à Tom, j'ai pu faire ça et ça a marché après. Parce que, fallait que je sois bon. Je me suis un peu engagé sur deux trucs vis-à-vis de Marc. Vis-à-vis de Thomas, pardon, parce que j'allais dire, Marc, lui, m'a donné l'opportunité d'animer des séminaires, des team building autour de l'improvisation. Ok, en entreprise. Ouais, et donc c'est les premiers contrats, c'était pour la pharmacie Monge, et lui il bossait dans une boîte d'événementiel, et lui a créé d'ailleurs depuis sa boîte de team building, de séminaire qui s'appelle Andem. Donc pareil pour ceux qui recherchent des super séminaires à team building. Comment on écrit Andem? Andem. Andem, ok. Voilà, son côté corse. Et du coup, parce que t'as le côté Andem ou encore c'est comme andiamo en italien, c'est-à-dire allons-y, faisons les choses. Okay, et en gros, lui a créé sa boîte du coup derrière, et ça marche du feu de Dieu. Il a compris le truc et c'est un mec extraordinaire aussi. Donc eux m'ont donné mes premières opportunités pro, et à l'ISC m'ont donné mes premières opportunités pro, mais on va dire plutôt étudiants. Ok. Et comment tu te sentais à ce moment-là de donner des cours, des workshops à des entreprises, à des étudiants de ton âge, alors que tu n'étais pas forcément qualifié? C'était un stress. Ouais, j'apprenais sur le tard total. Et c'était ça pour tous mes trucs. J'avais à peu près prévu des choses, et selon en fait, et c'est là où j'ai pu adapter la plupart de mes formations. C'est que mon but après, c'était de vraiment mettre en avant la personnalité des gens que je croisais, que ce soit des étudiants, des professionnels. Et en gros, t'étais obligé de t'adapter, quoi. Parce que maintenant, t'arrives à avoir cette finesse et adapter ton cours et ton discours à la personne en face. Ouais, t'as pas de truc générique. Et, j'ai un programme. Maintenant que j'ai pu affiner au fur et à mesure ça va faire 5 ans. 6 ans bientôt, là, en avril. Et donc j'ai affiné un programme, j'ai affiné mes formations. Donc maintenant, je suis beaucoup plus. Au début, j'avais vraiment ce côté imposteur de me dire putain, qu'est-ce qu'ils vont croire d'un mec à 24 piges qui vient d'arriver, qui ouvre sa gueule. Et maintenant, non, maintenant le but c'est vraiment, je fais des trucs individuels et je suis trop heureux quand je vois mes étudiants ou les professionnels qui prennent confiance en eux. Et j'ai eu des déclics. C'était par exemple une entrepreneuse qui s'appelle Pascal Hardy qui a créé un mouvement qui s'appelle Yes We Are. Et c'était grâce à Maud Fatou qui était ça encore une grande rencontre. C'était avec Great Village à l'époque. Ouais, Great Village. Peut-être qu'on en parlera, mais en gros, elles m'ont convié pour faire une formation un peu au pitch, être coach pour une entrepreneuse. Et on était à Station F pour le coup. Comme quoi, on n'a pas à Station F quand même. Et cette meuf-là, elle me parle de son projet. Elle fait son pitch autour du diktat féminin qu'elle a un peu subi, et de dire, en gros, son ancien patron lui a dit, t'as 40 ans, t'es fini, et on te dégage. Alors qu'en fait, elle a plein de choses à créer. Elle a créé sa boîte derrière. Et je lui dis, mais en fait, il faudrait faire ton truc en mode stand-up, parce que la façon dont elle me le racontait, c'était déjà une comédie. Sketch, ouais, c'était un sketch. Et je dis, vas-y, on te fait une mise en scène avec un tabouret, on fait genre, je t'annonce un peu comme Jamel, il peut faire au Jamel Comedy Club. Et mec, elle a défoncé le truc, mais j'ai juste dit un déclic, et c'est elle qui a fait le taf, hein. Et là, je vois les autres coachs qui se retournent vraiment, putain, t'as fait du super taf. Je me dis, non, mais c'est elle qui a fait le truc. Ouais. Et là, je me dis, en fait, si t'es à l'écoute et que tu vois, t'as un minimum d'analyse ou d'empathie envers la personne, les choses peuvent se créer. Et maintenant, je te dis, mes étudiants, dès que je les vois, je suis trop content il y en avait une, elle avait peur de dire un mot, tu vois, elle était tellement timide, tellement enfermée. Mon job, c'était pas de faire en sorte qu'elle soit éloquente ou quoi. C'était, libère ça. Non, et à la fin des cours, si t'es à l'aise. Donc, tu peux pas noter pareil tous les étudiants, ceux qui sont à l'aise ou autres. Et donc, la note, pour moi, n'a pas de sens, mais à la fin, je leur fais un retour individuel à chacun. Un peu comme le mec au cours Florent. Ouais, parce que c'est là l'intérêt.
Non, David Garrel, celui-là. Mais c'est vrai que je dis beaucoup de noms. Je dis beaucoup de noms. Ouais, non, mais bien sûr. Et donc maintenant, je suis vraiment plus sur ce côté-là, même si l'idée c'est bientôt d'arrêter un peu ces formations-là ou d'en faire beaucoup moins pour laisser beaucoup plus de place à l'aspect comédie. Aspect comédie. Ouais. Alors revenons rapidement juste sur Osée. Effectivement, tu l'as encore vu, tu veux le réduire, c'est ça? Ouais. Donc à travers ça, tu faisais donc des workshops, des séminaires pour les entreprises et pour les écoles. J'avais une question, je l'ai oublié. Donne-moi 2 secondes. Vas-y, je suis avec toi. Attends, je fais un gros big up à mes étudiants. FAP, ISC, les derniers là que j'ai eu. J'en ai eu plein dans les 5 ans, mais les derniers que j'ai eu, ils étaient hyper touchants, hyper mignons. Et ils m'ont même fait un petit cadeau, j'étais hyper touché. Donc eux, c'est des pépites créatives, sympathies, et ils vont cartonner. Donc voilà. Parfait. Je leur enverrai cet épisode pour qu'ils voient que j'ai fait une dédicace à eux. Je te remercie. Moi, je te remercie du coup. Osée, j'ai essayé de regarder ton site, mais il n'existe plus aujourd'hui. Non, c'est vrai. C'est volontaire dans parce que je vais rattacher Osée avec j'ai créé une boîte pour le spectacle, justement, une boîte de prod qui s'appelle Mams et compagnie Mams et en fait je vais rattacher les deux. D'accord. Et je vais remettre la partie formation dans la partie Mams parce que vu que l'idée c'est de faire à la base plus de spectacles, plus de choses, bah du coup je vais regarder une ligne formation au cas où parce que bah il y a toujours un côté qui est sympa. Donc il y aura un site mais qui va être plus d'un point de vue image parce que je me suis rendu compte aussi que j'avais créé une boîte pour me dire bah peut-être que je m'associerais avec des gens ou autre. Mais là tu vois l'année dernière je suis tombé malade pendant un mois. Et donc j'ai annulé des trucs et les gens je leur disais mais vous en faites pas, j'ai des gens à vous conseiller qui sont très bien pour faire le truc. Ils disent non mais on veut toi machin. Donc t'as vraiment un lien de confiance qui s'est créé et donc je me suis dit bon bah ok je vais rattacher à ça, je vais faire un site plutôt genre autour de ce que je fais, pas que les formations mais aussi mes comédies, ce que je peux apporter et donc un peu moins autour d'Osée mais plus autour de ta propre marque. Ouais, c'est ça, on va dire. Je sais pas comment présenter le truc. Et du coup, Osée, donc t'en as vécu depuis que tu l'as créé. Ouais. Donc t'as jamais été vraiment salarié d'une autre boîte. Non. Ouais. Ok, trop bien déjà. Si, je suis un salarié. Si, avec l'ISC, on a fait un module parce que je donne beaucoup de cours là-bas en tant que prof directement. Et c'était plus intéressant. Donc je suis salarié de l'ISC en tant qu'intervenant vacataire et salarié de Osée. D'accord, mais ça reste un peu en parallèle. Oui, c'est ça, exactement. Ok, très très cool. T'as parlé de donc Great Village. Donc si j'ai bien compris, tu les accompagnais en tant qu'intervenant, en tant que coach. C'est ça. Même j'étais un peu associé avec eux aussi. En fait, c'est Maud et Fatou qui ont créé ça. Maud Jego et Fatou Ndiaye, meuf exceptionnelle. Allez voir leur LinkedIn, et qu'on embrasse évidemment. Allez voir leur LinkedIn, leur Insta. C'est des meufs qui extraordinaires, des boosts d'énergie. Et elles m'ont vraiment permis d'avoir le déclic aussi pour mon projet, pour mon rêve de scène et de comédien. Et qui ont créé Great Village, qui était à la base une sorte d'incubateur pour faire en sorte que les gens puissent échanger en tant que troc et pas qu'en tant qu'argent des compétences. C'est-à-dire que par exemple, t'es doué pour faire les podcasts, tu vas m'aider à me former à ça et moi en échange, je vais peut-être t'aider sur de la prise de parole, sur d'autres choses. Ou un comptable va te donner 1 heure de son temps pour te faire ta compta et toi tu vas donner 1 heure de ton temps pour lui apporter une compétence. Et donc à la fois mélanger l'argent et le troc dans les trucs. Et ils avaient une communauté d'entrepreneurs et d'entrepreneuses extraordinaires ou de boîtes extraordinaires. Et donc, avec elles, c'était que des événements de dingue où en 2 semaines, elles ont monté un événement qui pourrait, je sais pas, valoir 20 000 balles et elles ont payé que 3 000 balles, mais elles ont échangé tellement de choses. Et j'ai rencontré que des gens extraordinaires grâce à elles. Et à la base, je les ai rencontrés grâce à une copine d'école. Donc, comme quoi les gens qu'on croise dans l'école, Ophélie Malingre, qui a bossé avec elle. Et c'était une aventure de dingue et elles m'ont permis d'avancer sur plein de choses. Et la phrase qui m'a marqué d'elle, c'était que la différence entre un rêve et un projet, c'est une date. Et donc tout le monde a repris un peu ça. Mais en gros, c'est par elle que je l'ai entendu en premier. Et de te dire en gros, dès que tu as des deadlines, tu te fixes des objectifs. C'est pas tout de suite, genre au bout de 3 mois, ton rêve tu vas le faire. Mais je sais pas, dans 3 mois, tu te dis, j'ai fait. Imaginons ton rêve c'est de faire du stand-up ou du café-théâtre. Dans les 3 mois, tu te cales au moins une date dans un café-théâtre et tu testes. Dans les 6 mois, tu testes de faire, 2-3 vidéos Insta d'un truc, etc. Jusqu'à arriver, t'as ton spectacle dans 1 an et demi. Et on devient comédien. Et voilà. Tu me coupes l'herbe sous le pied parce qu'en fait, j'avais prévu de te dire une citation de toi dans un podcast que j'ai entendu il y a tout à l'heure. La différence entre un projet et un rêve, c'est une deadline et dès qu'on a une deadline, on se bouge. Ouais. Donc en fait, tu viens de me... pas de soucis. Désolé. Spoiler. Tu parles beaucoup d'aide à prise de parole. Ce que j'ai remarqué en t'écoutant hier et maintenant, c'est que tu t'exprimes effectivement très très bien. C'est un truc sur lequel t'as bossé. T'imagines le mec qui parle mal et qui donne des cours de... ce serait génial. Le mec qui parle mal à l'aise, qui tremble.
Non, du coup, voilà, c'est un truc sur lequel t'as beaucoup bossé, ou alors c'est venu un peu naturellement parce que t'aimais faire de la scène, parce que t'aimais ce genre de choses-là? Si c'est un truc que j'ai travaillé au fur et à mesure, mais que j'ai travaillé par les impros, que j'ai travaillé au théâtre, au cours Florent, et dans les présentations que je faisais, de voir un peu ce qui marchait en tant que pitch. Tu vois, souvent t'avais les mêmes pitchs qui étaient faits en entrepreneuriat. Je me suis dit, ben comment mixer ça, les trucs de storytelling. Je regardais des TEDx là-dessus aussi. Par exemple, Simon Sinek avec son Why, How, What. Et ça, c'était un Pierre Barrault qui m'avait conseillé de voir ça. C'était le directeur des entreprises étudiantes à l'ISC. Et donc, tu vois, je me suis renseigné, je me suis dit comment je peux pimper un peu tout ça. Et puis après, bah, c'est au fur et à mesure des expériences que tu te mets un peu plus à l'aise et où tu arrives à avoir une capacité un peu plus d'observation et pour accompagner au mieux, essayer de pitcher mieux. C'est vrai que je serais pas forcément le meilleur pour un concours d'éloquence en termes d'éloquence pure, de théorie, etc. Et c'est quoi quels sont les conseils que tu donnes en général aux personnes avec qui tu bosses, les problèmes récurrents ou les conseils types pour mieux s'exprimer, mieux prendre la parole? Déjà, j'essaie de les emmener tout de suite dans des formats où ils ont pas à réfléchir pour qu'ils captent plusieurs choses, que ce soit sur leur spontanéité, sur leur capacité d'écoute, sur leur créativité. Parce que parfois, ils ont peur de faire de l'impro parce qu'ils disent « mais non, mais je suis nul, j'ai pas d'idée, etc. » Mais en fait, ils veulent trop réfléchir. Et parfois, quand je leur dis « bah vous avez 20 secondes pour faire ça », ils me disent « mais non, mais vous êtes malade, machin. » Et je dis « bah ouais, mais si tu réfléchis trop. » Donc parfois, je leur laisse du temps. Et là, je les vois, ils se perdent dans leur présentation. Je suis « bah tu t'es perdu parce que tu t'es laissé trop de temps, tu veux tout faire bien, etc. » Et donc, vaut mieux avoir une maîtrise globale. Tu dis, OK, c'est ça le sujet et comment je vais arriver au truc. Et donc, j'essaie de faire en sorte qu'ils soient en maîtrise et pas dans le contrôle. Parce que si t'es dans le contrôle, tu vas vouloir tout bien faire et tu sais très bien, bah, par exemple, imaginons on fait un podcast, bah, t'as un problème de micro, ça arrive. Comment on s'adapte? T'as un problème dans tes présentations parce que t'as une image qui n'était pas prévue qui se met en place. OK, comment tu t'adaptes? T'as une coupure de courant, comment tu t'adaptes, etc. Et donc, l'idée, c'est qu'ils soient à l'aise sur tous les terrains. Et donc, par exemple, avec mes étudiants, le premier truc que je leur fais faire, c'est je les mets en ligne, ils sont 10, et je dis, bah, tu vas présenter la personne qui est à ta gauche, et tu dis juste le prénom qui est vrai, mais après, tu inventes sa vie. Le mec fait quoi? Et donc, je fais, tu vois, c'est tout con, tu inventes un métier, un rêve, un truc, et le premier qui passe, souvent, il stresse un peu, mais il fait quelque chose, et je dis, bah, c'était pas compliqué, tu vois, t'as réussi, c'est cool. Et donc, le mec, il prend un peu confiance, ceux d'après aussi. Et donc, déjà, tu mets en confiance les gens. Et après plusieurs exercices d'impro et où en fait on fait des thématiques et où ça me permet de moi de voir comment déjà ils sont dans leur posture, ceux qui ont les bras croisés, les bras dans le dos, ceux qui s'adossent au mur parce qu'ils sont pas trop à l'aise d'être un peu à nu sur scène comme ça. Et je leur dis mais vous savez les professeurs c'est pareil, ceux qui sont sur leur chaise ou derrière leur bureau, c'est la sécurité que t'as à l'oral. Ceux qui balayent du regard, qui te disent de balayer du regard, bah en fait non, c'est tu prends 2 secondes vers une personne, tu regardes bien, tu regardes bien, tu regardes bien. C'est pas genre t'es comme ça et tu fuis les gens quoi. Donc en fait c'est plus sur des thématiques et j'essaie d'analyser un peu les gens et de me dire bah tiens lui on va plutôt travailler là-dessus et l'autre on va plutôt travailler là-dessus tu vois. Là je les ai lancés sur un nouveau truc où je leur dis de faire leur propre TEDx, en gros de trouver un sujet qui les inspire et de dire mais en fait vous êtes expert de ce domaine et ils sont un peu comme ça mais je dis et je veux que ce soit votre personnalité. Le TEDx faut que tu apprennes un peu par cœur ton texte. Je fais il y aura des erreurs c'est pas grave c'est ça qui fait un peu la beauté de votre texte et amusez-vous quoi. Vraiment qu'il faut qu'ils prennent du plaisir à l'oral. Et donc, par exemple, quand les entrepreneurs ils pitchent leur projet, tu le sens quand ils ont fait 6, 7 fois, 8 fois, 15 fois le pitch. Ils sont là, bah, en fait, moi, 80% des étudiants en France sont un peu stressés à l'oral. Donc, du coup, moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut mettre de l'impro. Tu vois, t'en as plus rien à foutre, c'est plus humain. Alors que si tu prends du plaisir à raconter quelque chose, même pour se pitcher soi-même pour un entretien, tu vois. Raconter un truc qui te fait plaisir d'évoquer, une expérience qui te fait plaisir. Est-ce que tu as confiance en toi? Ça dépend. Ça dépend. Ouais. Il y a des trucs où j'ai aucun souci et je sais que j'ai confiance dans ce que je fais. Il y a des moments où je peux me mettre du doute. Faut que ton doute il reste toujours en dessous de ta confiance. Faut que tu aies un peu de doute pour te remettre en question si besoin, pour être à l'écoute de ce qui se fait. Mais non, il y a des moments où je suis pas. Suffit, par exemple, tu vois, j'ai fait un passage au Comedy Club au Joke là en décembre. J'avais mon sketch qui était prêt, machin, et avant, tu vois, le mec il chauffe la salle. Et ça prend pas de ouf. Aïe. Le public un peu, tu vois, qui est un peu sur réserve, qui veut pas trop interagir avec le mec et tout machin. Il me lance et dans ma tête en plus, je me suis stressé parce que j'étais sur une grosse line-up aussi et je me suis mis un stress un peu comme moi avant. Et j'ai fait mon truc, mais où les grosses vannes sont passées, mais les entre-vannes qui passent d'habitude, elles passaient moins. Et tu vois, mais je sais que c'est parce que aussi, au-delà même du texte, où je sais que je pouvais faire mieux et justement, t'es là pour travailler en comedy club,
je me suis stressé comme un con. Donc parfois tu peux te stresser et te mettre des doutes en tête et donc t'es moins à l'aise. Mais non, ça m'arrive de me stresser. Tu vois, quand là en ce moment j'ai un format de folie matinale qui est un peu en lien avec mon futur spectacle. Je fais des petits trucs de 30 secondes, une minute pour donner un peu de peps, d'énergie aux gens et de smile. Bah, je fais vérifier par ma meuf, je fais vérifier par des amis avant, un peu en mode je trouve ça cool. T'es quand même consciencieux, quoi. Ouais. Bien sûr. Mais non, il y a des moments où je suis moins confiant, mais Et pour revenir sur le stand-up, tu penses que si toi t'avais été en confiance, le public aurait réussi à accrocher, ou alors tu peux faire passer plus de choses. C'est-à-dire que même si tu sais que c'est pas ouf, si t'es vraiment à l'aise, tu fais passer le truc. Ouais. Mais là, j'étais sur un format court, j'avais que 5 minutes. Donc, moi, parfois, ce qui me sauve, c'est une impro, tu vois, un autre truc, une interaction, quelque chose. Et quand j'ai une interaction, c'est pas vanner la personne, c'est jouer avec la personne. Je suis pas, il y en a qui le font très bien. Redon Bougueraba, ça marche de ouf et il le fait super bien. Mais maintenant, il y en a beaucoup qui le font. Et donc, j'essaie un peu, moi, c'est plus de jouer avec la personne. Je sais pas, par exemple, tu vas avoir une écharpe, bah, je vais prendre ton écharpe et je vais faire une connerie avec, j'en sais rien, tu vois. Mais il y a des moments où, sur plus de timing, bah, tu peux te sauver de ça. Mais oui, quand t'es en confiance, c'est-à-dire que si, imaginons, t'es pas en confiance totale, tu la vends pas ta vanne. Donc si t'es pas en confiance avec ta vanne, le public il est pas en confiance avec. Comme quand tu fais une présentation, quoi. Ouais, bien sûr. Si tu sens que t'es pas à l'aise avec le truc, le public il va pas forcément être à l'aise avec toi. Alors que si tu transmets de l'énergie, le public il te retransmet de l'énergie en retour. Si t'es pas sûr de ce que tu veux leur vendre, forcément ils vont pouvoir l'acheter, quoi. Donc faut aller à 100% dans le vent, même si tu te dis et en plus, si imaginons il y a pas de rire, c'est pas grave, tu continues. Ils sont pas censés savoir quand ils doivent rire. Ouais. C'est eux qui te font ton rythme. Toi, parfois, tu peux te dire, putain, là, ils vont rire. Non, ok, d'accord, faut que j'accélère. On enchaîne, faut pas qu'ils le voient. Donc, tu fais du stand-up, ça, je savais pas du tout. Comme tu disais tout à l'heure, en fait, maintenant, tu veux que la partie comédie, théâtre, théâtre, scène, plus de place dans ta vie. Donc, tu as fait ton premier spectacle ensemble il y a 2 ans, à peu près. Comment ça s'est passé? Comment t'en es arrivé un jour à te dire, je vais créer un spectacle, je vais trouver un metteur en scène, je vais écrire un texte? Raconte-moi, parce que moi, ça m'est complètement étranger, mais ça me semble hyper important. On est parti pour le moment The Voice. C'est vraiment le moment cliché The Voice. En gros, confinement. Je retourne au Mans pendant le confinement chez mes parents en mars 2020. Et donc, c'est un moment un peu à l'arrêt. Et il y a 2 choses qui se passent. C'est à la fois, je donne des cours en visio aux étudiants qui, eux, sont dans leur appartement, etc. Et à la fois, je me dis, bah, profites-en pour écrire des trucs, tu vois. Vu que tu as du temps de libre, même si tu as donné des formations en visio. J'ai pu adapter mon truc, même si ça avait moins de sens, du coup, de faire un cours d'éloquence, on va dire, ou de prise de parole en visio. Ça, c'est autre chose que je proposais, du coup. Mais ça restait de l'impro. Et je me suis essaye d'écrire des trucs. Et donc il y a eu 2 parties, à la fois mes étudiants où mes parents ont compris ce que je faisais ou essayé de comprendre ce que je faisais dans la vie. C'est-à-dire que je donne un cours en visio et là je me dis la plupart des gens, et je voyais des étudiants qui étaient vraiment au bout de leur vie. C'est-à-dire que je me souviens d'une étudiante, elle venait de Côte d'Ivoire. Elle venait d'arriver, confinée pendant 3 mois dans 20 mètres carrés, tu vois. Le moral. Donc t'as pas ta famille, tu peux pas bouger, c'est une galère. Et donc tu crées un lien qui est différent. Donc mon objectif c'était plus de donner un cours, c'était que l'heure 20 que j'avais avec eux ou les 3 heures que j'avais avec eux, fallait qu'ils se marrent, fallait qu'ils se détendent. On faisait des impros ensemble, donc évidemment qu'ils bossaient avec leurs impros, mais le but c'était de les divertir. Et j'avais des mails de gens, j'avais des messages par exemple de cette personne-là qui était contente parce que c'était sa récréation et tout. Et je me suis dit, là, je me sens un peu utile. Et là, je retrouvais un peu le côté médecine, c'est-à-dire médecine du rire, où tu apportes un peu de bonheur aux gens. Et je me souviens très bien, je fais un cours dans le salon, je mettais une table haute, fallait que je sois debout et tout. Je mets une perruque, je mets un casque, je fais mon truc et là, je vois ma mère qui arrive, mon père, qu'est-ce que tu fous? Et là, je t'explique après. Et à un moment, je vais voir mon père, je fais, vas-y, est-ce que tu peux? Et je me souviens, c'était pour des M2, j'avais fait gagner des cadeaux. C'était les chocobons qui m'ont coûté le plus cher de ma vie. Parce que je me suis dit, vas-y, on va faire un peu une émission radio, tu vois. Good Morning Vietnam, c'est un peu le rêve, un moment dans ma vie de faire une émission radio à la con. Et en gros, je dis à mon père, je fais, passe derrière moi quand tu veux. Donc mon père, il le fait en plus. Il se dit, putain, je sais pas ce qu'il branle lui. Et à un moment, je fais un jeu en mode fin de cours. Est-ce que pendant le cours, vous avez vu mon père passer? Réponse 1, oui. Réponse 2, non. Si vous avez répondu à la bonne réponse, je vous envoie des chocobons. Il y en a 9 qui ont eu bon. J'ai envoyé des chocobons aux 9 personnes. C'était au moment de Pâques. Trop bien. Et les étudiants, ils étaient en mode, putain, c'est trop cool et tout. Mon père était en mode, t'es payé pour ça? Et je fais, oui, papa, c'est mon job. Et à la fois, les étudiants, donc leur retour, je me disais, mais il y a quelque chose à faire, c'est trop cool de les voir se marrer. Non, et là, ce qui est dingue, ce que je te disais,
Je viens de pourrir ton plan de coup. T'inquiète, vas-y. Désolé. Non, mais très bien. Et donc j'ai écrit des trucs, donc j'étais même pas dans la chambre, j'étais dans la chambre de mon frère à écrire des vannes, et à un moment je me suis dit, vas-y, je fais un live Insta, je teste des vannes, je me mets dans mon garage. Donc t'es face à des ballons, des vélos un peu mal rangés, qu'on a mal rangés avec mes frangins ou des trucs et tout. Et derrière t'as un garage, à droite t'as les poubelles, et c'est ma scène de départ. Ouais. J'ai fait une ouverture scénique qui était horrible. On avait un garage avec une porte de garage électrique, et j'avais mis en fond Easy Lover de Phil Collins. Et la porte s'ouvre et j'ai le pied sur la bagnole, c'était une belle Twingo. Et c'était mon démarrage de scène qui était horrible. Je me suis dit vas-y. Et j'avais pas du tout chronométré, je pensais que ça durait 20 minutes, j'ai fait 1 heure de live Insta. Ok. Il y avait 60-70 personnes qui voyaient. Pas mal. J'avais dit à mes parents, vous restez pas en bas, vous regardez ça là-haut de votre iPad, votre truc, j'en sais rien. Et donc en fait t'as pas de rythme de gens, t'as aucune réaction, t'as un ballon, un truc, un machin. Il y a quand même un espace commentaire sur le live Insta, non? Ouais, mais je le vois de loin. Ouais, en fait, je peux pas lire les commentaires, mais je vois des cœurs, des emojis, je sais pas du tout. Des messages de haine. Ouais, et et tu vois, c'était pas ouf, c'était des premières écritures, des premiers trucs, et je me dis putain, ça va pas être ouf. Et en même temps que je fais ça, je me dis mais je suis un taré de faire ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pourrais pas faire la même chose forcément, parce que j'aurais tellement peur de faire de la merde. Ouais. Où là, j'étais en roue libre. Et j'ai plutôt des retours cool. Okay. C'est-à-dire des mecs qui sont mariés en mode mec t'es fou, ça c'est machin et tout. Alors que je sais très bien que c'est le tout début d'un truc, tu vois. Et mes parents voient ça, ma mère était là, elle est descendue après, elle me fait c'est bon ta fille, c'était bien machin. Donc autant pour ma maman, mon papa il me dit ouais j'ai vu, c'est sympa, mais je sens que tu peux aller chercher d'autres trucs et tout. Je suis ok, et j'ai pas mal pris, tu vois. Et au contraire, je me suis dit, cool, ils s'intéressent, enfin les deux s'intéressent au truc. Et donc j'ai commencé là-dessus. Et je te dis, j'étais que dans les recherches de ça. J'appelais ma grand-mère tous les jours vu que je pouvais pas forcément aller la voir. Je me suis tapé Roland McDan pour me dire faut que je fasse des vannes à la Roland McDan, c'est son créneau d'humour, tu vois, un peu 70, 80, 90 piges. Ouais. Donc j'ai fait des sketchs à la Roland McDan pour ma grand-mère. J'étais dans un truc où j'écrivais tout le temps. Et malheureusement, donc ma mère tombe malade. Je perds ma mère en août 2020. Donc mon but c'était encore de la faire. On a eu la chance d'être tous les 5 réunis autour d'elle pendant ce moment-là. Et tu vois, ça a été un déclic de me dire. Et c'est elle aussi qui m'a dit, tu vois, je me fais pas de soucis pour toi, alors que moi je m'en faisais plein. J'avais plein de soucis. Je fais putain, comment tu sais que Et j'ai retrouvé même un mot qu'elle m'avait écrit pour mes 20 ans. Elle m'avait dit cette phrase que tout le monde a peut-être déjà vue ou lu ou entendu, genre vis tes rêves mais ne rêve pas ta vie. Et je l'ai revu après et je me suis dit mais oui, il faut que ça te donne un boost en plus. Voilà, c'est pour ça que je dis le moment The Voice, ça donne un boost en plus. Et un cousin de ma maman qu'on voyait très très rarement, qui est passé la voir, lui qui est comédien, qui est metteur en scène, mais très théâtre. Et en fait, je parle du projet avec lui. Il me fait découvrir un peu des seuls en scène où les gens jouent des personnages, etc., etc. Et en fait, on s'entend hyper bien. On commence à vraiment se découvrir. Je l'avais vu que 2-3 fois dans ma vie. Et on est devenus hyper proches. Et il m'a aidé de ouf. Il m'a appris vraiment ce que c'était vraiment l'écriture théâtrale. Il m'a fait lire les bons bouquins. Tu vois, comment écrire un récit, c'était Yves Lavandier. Il m'a fait voir des bonnes pièces de théâtre, les bons trucs. Et on a avancé ensemble sur ce projet-là. Et donc vraiment, il a été un mentor de ouf. Il m'a fait gagner, je sais pas, 3 ans de taf facile, parce qu'il a écrit avec moi, il m'a mis en scène. J'allais pendant 3-4 mois chez lui, on faisait 8 heures de répète par jour. Et c'est un super moment. Et il s'appelle Bruno Cagnon, c'est un homme extraordinaire. Et grâce à lui, j'ai pu faire mon premier spectacle, mon premier sur scène, donc beaucoup plus théâtral, pas vraiment stand-up du tout. Mais c'était une comédie d'1 heure où je jouais 12 personnages sur scène. Alors, et je rendais hommage à ma famille. Alors, du coup, je serais intéressé par parce que moi, malheureusement, je l'ai pas vu, ton spectacle. Mais je sais que j'avais prévu d'acheter des passes à un moment, puis je zappais. Et j'ai vu que Julien Febvre l'avait vu, du coup. Tu le connaissais ou par hasard? Oufissime. Et c'est un gars extraordinaire. C'est humainement un mec dingue. Et ça, j'en parlerai toujours. Ce mec-là, mais donc, Julien Febvre, un commentateur de Formule 1, le meilleur commentateur sportif qu'on a aujourd'hui. À l'époque, on a eu Thierry Gilardi, maintenant on a Julien Febvre, tout sport confondu, il éclate tout le monde. Mec passionnant et qui m'a fait aimer la Formule 1 alors que j'y connaissais que dalle avant. Et lui et Netflix, bravo. Clairement. Et ouais, en fait, c'est un truc de dingue. C'était, je sais pas, en novembre, je vois Julien Febvre vous suit sur Insta, mais par hasard total. Ouais. Ma meuf est fan de F1, elle est fan de Ferrari, tout le bordel.
Moi, je lui fais des vannes à chaque fois. Là, je lui ai refait la vanne que Lewis Hamilton, il y avait enfin un pilote. Elle me fait, mais non, mais Charles Leclerc. Alors que, oui, il est très bien Charles, mais c'est juste pour faire chier. Et je lui dis, meuf, chérie, Julien Febvre me suit. Elle me fait, non, mais ça, c'est arrivé à des copains qui est des gens connus qui les suivent. Finalement, ils se rendent compte que c'était une connerie dans l'algorithme et ils se tègent après. Je fais, ouais, t'es jalouse et tout. Et donc, je me dis, bon, elle a peut-être raison. Et je sais plus, c'était une story où je mets je partage une photo je fais peu de story, mais photo de De Niro, ça devait être son anniversaire ou quoi, et photo de Niro et Al Pacino, genre hyper classe dans un resto classique. Et il répond à ma story. Et il me dit la grande classe et tout. Là, je fais alors l'algorithme. Donc là, je me la pète un peu au max. Ouais. Et je commence à papoter avec lui en rapide. Hein. Je dis pas non plus qu'on est devenu frangin, hein. Mais mec ultra sympa. Et je me dis, attends, vas-y, je tente. Ouais. Est-ce que ça te chauffe? Je t'invite à mon spectacle. En plus, je rejouais à la Divine Comédie. Je jouais 2 fois par semaine de janvier à juin. Et en gros, lui, il avait la trêve de F1 qui était, je sais pas, de décembre à février, mars. Ouais, c'est ça. Et je l'invite et je me dis, ça me ferait trop plaisir de le voir parce que c'est un mec que je kiffe. Et je me dis, j'aimerais trop présenter mon travail. Et le mec dit ok, chaud, je pense que début février c'est possible. Et je fais oh putain, trop cool. Je me dis est-ce que je le relance ou quoi. Et je lui dis ça te va cette date là machin. Là j'ai un pote qui est photographe que tu connais, Louis Foulon, qui est aussi fan de F1 et qui est venu me faire des superbes photos pour le spectacle, pour un peu la com, tout ça. Et je lui dis mec viens faire les photos à ce moment-là. Comme ça tu vois, d'une pierre deux coups tu peux rencontrer aussi Julien Febvre. Et le mec est venu. Le mec, je joue, moi je rentre, au départ il y a un noir sur scène, donc c'est-à-dire qu'on est dans le noir total. Et la lumière s'allume, et là je commence à jouer, parce que je démarre, il y a une sorte d'accident de bagnole, je suis comme ça, allongé, machin, et là d'un coup je joue. Et là d'un coup je vois, je fais, putain il est au premier rang. et donc du coup tu sais s'il va sourire, rire ou pas. Et il kiffe le spectacle, je vois qu'il kiffe le truc, je suis refait de me dire que ce mec-là kiffe. Le spectacle se passe trop bien. C'était une super soirée en plus ce soir. J'ai eu du bol et une belle énergie aussi. Je sors de scène, je suis refait, je m'habille, tout ça, machin, je sors. Il m'attendait à la sortie. Ah ouais, royal. Il était accompagné d'un pote ou de son frangin, je sais plus. Et le mec tout de suite check de ouf. C'était super, bravo, machin. Je suis comme à gauche. C'est toi qui es super. Et je suis merci, c'est trop gentil. Je suis content que ça t'ait plu. Il me fait non mais c'est super, bien écrit, c'est drôle, c'est touchant, machin, etc. Continue gars. Donc il te donne de la force. Avant il avait parlé avec ma copine et il lui dit tu sais faut le soutenir, c'est dur ce qu'il fait machin. Et il me dit toi tu sais pareil. Et donc vraiment un truc purement humain de ouf. Et là, il me fait, ça te va si on peut se prendre on prend photo, alors que j'allais lui demander, tu vois. Je fais, il m'a demandé, mais il est vraiment trop sympa. Et tu vois, il m'a fait une publication, une story. Donc en plus, lui, il a une visibilité de ouf. Je sais pas, il y avait en 2 heures 3000 personnes qui likaient, et je pense, je sais pas, 20 000 personnes qui avaient vu la photo en son. Mais un mec qui a fait ça par pure gentillesse, pure sympathie, naturellement, parce que je pense aussi il a aimé le spectacle, mais un soutien de ouf. Et après, je me souviens, genre 2 mois après, il fait un visio de je sais plus où, quelle course. Et je me mets sur son direct, je suis dans un métro à Paris. Et il voit mon nom apparaître, il fait « Oh Simon, comment ça va ?» Il était dans un live Insta, il fait « Allez le voir, il est encore sur scène avant qu'il parte en tournée, machin, etc. » Excellent. Mec, ce mec-là, c'est un pur gars, très gentil, sympa, humain, professionnel, tout ce que tu veux, drôle. Et je ne dirais que des mots gentils de ce gars-là. Écoute, je suis ravi de savoir qu'il est pareil dans la vraie vie, qu'il peut laisser transparaître à la télé. Après, je pense qu'il est pas con, tu vois, il place ses billes et il sait que dans 5 ans, 6 ans, c'est toi qui l'emmènera au Festival de Cannes. Le Cannes, stupide, non. Mais j'en parlerai tout le temps de ce mec-là parce que c'est, je te jure, une rencontre de dingue. Et donc parfois, on s'écrit vite fait, mais c'est aussi, il est aussi bon commentateur qu'il est humainement génial dans la vie. Trop bien, génial. Ok. Parlons de Ensemble, ton spectacle donc tu as dit que tu avais fait de la scène de janvier à mai, c'est ça? En gros, j'avais fait, j'ai joué pendant 1 an et demi mon spectacle. Ouais. J'ai fait une première au Mans pour roder mon spectacle, pour évidemment avoir la famille, etc. Et c'était le moment le plus émouvant, un des moments les plus émouvants que j'ai vécu,
parce que forcément je pensais à ma mère, parce que j'avais ma famille qui était là, qu'ils se sont dit mais et c'est là où dans leur regard je pense qu'ils se sont dit il est comédien, tu vois. Ça, mon père, je me souviens, il me dit putain c'est pro. Et je suis bah tu t'attendais à quoi, tu vois, je vais pas bosser pour faire de la merde. Et mais j'étais content qu'ils voient ça. Mes frangins pareil, ils étaient tous et par gentillesse. Après c'est un peu j'ai eu une standing ovation mais qui était facile parce que c'était beaucoup de proches, beaucoup. Je sais pas quoi. Ouais, et puis je te jure, j'avais l'impression d'être à un enterrement. Il y avait mes profs de collège, mes profs de prépa, ma coiffeuse depuis que j'étais tout petit. Carrément. Ouais, qui était venue. Il y avait 170 personnes. Il y avait des inconnus qui étaient là, qui ont dû se dire mais attends, c'était un anniversaire ou quoi. Et la première, et j'ai testé devant la première scène devant 70 personnes. Ouais, on a testé le spectacle devant ça. Ouais. J'avais pleinement confiance en Bruno, mon metteur en scène. Quand il m'a dit on est prêt, je lui dis go. Et la mairie avait payé le spectacle et en gros c'était gratuit pour les gens. Okay. Et les 170 qui se lèvent. Et là je suis en chialade et je me dis ouais. Mais c'était un moment de ouf. Après j'ai fait 20 minutes d'impro. Je ne sais plus ce que j'ai dit, ça n'a pas été filmé. C'était un peu long d'ailleurs. Mais que des vannes que j'enchaînais parce que fallait que ça débite un peu. Et du coup moment de ouf. Et surtout que ce moment-là, on avait fait en sorte que il y ait un vu que c'était vraiment un hommage à la mère pour cette soirée-là particulièrement. J'ai fait une vanne pour dire qu'en gros il y avait une partie qui était reversée avec contre le cancer, donc il y a vraiment une partie qui était reversée, mais tu vois j'ai fait une vanne à la con genre pour pas que ce soit trop pathos de dire voilà je pense que ma mère serait fière de savoir que son fils a donné 2,50 € pour et je dis bah le moindre euro compte à un moment donné il faut quand même bouffer, et donc j'ai fait tout un truc après là-dessus pour que le moment pathos parte. Ça te demande quand même. Voilà exactement. Okay. Et après j'ai joué au théâtre Montmartre Galabru dans le 18e, donc ça c'était en 2022, le TMG, le fameux. Super moment. J'ai la chance que les 6 dates soient complètes. Ça se passe de ouf bien. Je rencontre des super personnes. La régisseuse Elsa Forestier, Manu aussi qui était régisseur, des gens extraordinaires. Et Marina qui était à direction artistique. Ça se passe de ouf bien. Là après il y a l'été et je galère pour trouver un théâtre pour reprendre. Et finalement la Divine Comédie j'en entends parler et après ça se met bien pour plus de 6 mois, 2 fois par semaine, et là t'enchaînes. Donc là t'as des moments où tu vois enfin un public qui n'est pas proche de toi, qui n'est pas conquis, et donc tu vis des soirs totalement différents. Il y a des soirs t'as des gens premier rang ils sont morts de rire, au deuxième il y a un gars il était comme ça. Je te jure, pour ceux qui ne voient pas le truc sur YouTube et qui l'écoutent sur Spotify, il se tient les 2 joues et il se fait chier. Déprimé le gars. Et je te jure, je ne vois que lui. Alors que mon taf est fait, c'est-à-dire que les gens se marrent au premier rang, ils se marrent un peu derrière et tout. Mais il y a un gars techniquement, mais il y a un gars où je me dis c'est peut-être pas son univers, c'est pas son mood, et je me dis comment je transforme ce truc, tu vois. Donc là, c'est un peu l'ego de se dire putain, faut que je le transforme. Et le spectacle se passe. Et là, je vois, putain, le mec, il s'est fait chier pendant 1 heure. Et donc après, j'ai fait 15 minutes d'impro, et là, il s'est marré. Et je pense qu'il s'attendait à un stand-up genre pur. Ah oui. Et qu'il a eu autre chose. Et sachant qu'en plus, j'ai eu la chance d'avoir des super critiques sur Billet Réduc. Je confirme, 5 sur 5. Et du coup, ce mec-là, je me suis dit, putain, le pauvre. Après, il y a eu des jours où ça rigolait pas. Je suis, putain, je fais de la merde. Et les gens te disent, putain, c'est cool. Il y a des jours où tu te dis, putain, ça a été trop cool. Et en fait, pas tant que ça. Donc, c'était drôle. Et il y a eu un jour où je vois Padreza. Ah. Et je fais, what? Et la veille, genre beaucoup, genre bien rempli. Et je suis merde et tout. Et t'as un message du théâtre pour dire on annule. Genre en gros t'as payé mais bon ça sert à rien de jouer quoi. Et pendant 1 heure t'es en mode putain je suis un peu une merde et tout. Et je me suis regardé le documentaire Air là, le film Air avec Matt Damon sur les chaussures Jordan, Air Jordan etc. Okay. Et là je fais putain non vas-y non on garde le truc. Et pendant 1 heure je suis allé marcher à Grand Boulevard, je suis allé marcher tout autour du théâtre. J'ai invité tout le monde que je croisais. Okay. J'ai dit écoutez je suis en train de roder un spectacle, c'est un peu une V1, est-ce que ça vous tente, je vous invite et tout machin etc. La démarche est folle. Et je suis avec une amie américaine auquel elle est dans le mood mais bien sûr nous on fait ça aussi aux États-Unis. Je suis bah vas-y tu vas me dire machin. Et je vois une personne qui dit oui 2 3 4 11. Et là, je fais putain, trop cool. Et je suis dans un mood, quitte à perdre de la thune, autant que ce soit visible, quoi. Et autant que eux puissent en parler. Il y a des gens qui étaient là, qui étaient venus de Limoges, faire leur week-end à Paris, qui avaient une pièce de théâtre après la mienne. Ils ont dit ok. Et les gens ont kiffé. Et j'avais une énergie, tu sais, t'as une sorte d'adrénaline. Ouais.
trop cool. Et ça m'est arrivé sur un deuxième week-end où là, j'ai rien pu faire. C'était grève des poubelles. T'avais des grosses manifs à Paris, tant de merde. Et là, je vois qu'il y a que 2 personnes qui avaient réservé qui venaient du sud, dont un ami qui venait du sud. Et donc là, tu peux pas dire les mecs, on fait une bouffe, vous revenez la prochaine fois. Et donc, c'est la seule fois où ça m'est vraiment arrivé, mais j'ai joué devant 2 personnes. Et c'était bien. Ouf. Un côté où j'avais l'air, tu sais, les gens qui sont très très riches, qui ont une salle ciné chez eux. Oui. J'ai l'impression d'être leur film du soir, ouais. Ou un casting, une audition très chelou. Et je me suis dit, je veux qu'ils kiffent le truc. Et écoute, ils ont apprécié, ils ont kiffé. Moi aussi, je me suis dit, vas-y mec, prends plaisir, ça arrive, c'est pas grave. Et en fait, tu t'oublies ça. Tu dis les mecs, trucs, tu vois. Ouais. Et puis les mecs ont payé pour ça. Donc à partir du moment où t'as une personne, tu te donnes à fond. Et c'est hyper formateur, c'est hyper cool. Et là où tu peux te dire, en fait, c'est le plus dur parce que tu vois les regards des gens. C'est plus simple de jouer devant 100 personnes, même si tu bides, que la 2 où t'as vraiment le regard tiré sur toi. Ouais. Et c'était trop cool. C'était un pote Bruno Vinet qui a écrit des bouquins. Vous pouvez voir son Insta, pareil. Mec d'une gentillesse et d'un talent monstre. Voilà. Mec, c'est une démarche de ouf d'aller dans la rue pour démarcher des gens. Mais ils le font, ceux qui démarrent au théâtre, ils le font. T'es obligé d'aller prospecter, etc. Alors, ça m'est arrivé, je suis allé voir son spectacle, c'était très très bien d'ailleurs. Il s'appelle Sam Fegollery, je crois, sur Instagram, bref. Mais je trouve la démarche, voilà, quand t'es pas hyper à l'aise, quand t'es un peu introverti et tout, ça a l'air d'être l'enfer sur terre, ce que tu dis. Mais j'étais pas hyper à l'aise dans l'exercice. Ouais. Mais je me suis dit, t'es obligé, à un moment donné, tu dois remplir, tu dois te faire connaître. T'as rien à perdre. Ouais, c'est ça. Au pire, les mecs, ils disent non, ils boivent leur verre, bon, c'est pas très grave, tu vois. Oui. Et plus tard, ils diront, putain, j'avais l'occasion. Si j'avais su. J'irai les revoir. Mais ouais, mec. C'était quoi ta pire expérience pendant du coup ces 3-4 mois de scène? Est-ce que tu m'as parlé du gars qui était pas vraiment dans le mood et c'était pas vraiment ce qu'il voulait voir peut-être. Est-ce que t'as eu des soirées très très compliquées ou globalement t'as réussi à avoir que des bonnes expériences? Bah, c'est pas que des bonnes expériences. Il y a des soirs où tu sens que t'es moins bon, que ce soit dans le rythme, dans l'énergie, et parfois t'es fatigué ou t'es dans le truc, donc tu démarres un peu mou, tu sens et t'essaies de rattraper, donc tu mets parfois trop d'énergie. Enfin, quand t'as pas le bon rythme dans ton truc de démarrage, t'es pas dans le mood, c'est compliqué. Mais en vrai, il y a pas eu de truc où je me suis dit pire expérience ou non, ça m'a fait comprendre le truc et d'avoir donc moi c'est là où je me suis mis à la boxe pour avoir justement ce côté où avoir tout le temps de l'énergie, donc être toujours en forme, avoir ce cardio, ce mental, etc. Et j'ai fait tout ce travail là avec Hassan Thiam qui est un super coach de boxe qu'on embrasse. Vraiment, il y a du name dropping, mais j'y vais à gogo. Et mais vraiment, c'est des gens où l'entourage, et je pense que les gens que tu as interviewés avant le disent aussi, mais c'est vraiment ce qui te permet d'avancer dans la vie. Et ce mec-là, mais on faisait des cours ensemble chaque semaine, et ça travaille ton mental, les émotions, l'énergie. Et ça m'a permis justement d'être en forme ou d'essayer d'être en forme à chaque fois et d'aller au bout du truc. Ouais. Et même si tu prends des nions dans la tronche, mec, c'est pas terminé. Tu peux transformer un truc, tu peux, tu vois. Et mais bon, tu vois, ça m'est arrivé d'avoir une mauvaise critique sur Billet Réduc, tu vois. J'en ai eu 2 et il y en a une qui était drôle parce qu'à la fois elle était avec des compliments, à la fois avec des tacles. Ouais. Et c'était assez drôle. Mais tu vois, j'ai pas mal pris. Là. Je me suis dit, c'est cool. Ouais, mais en vrai, elle était bien. C'était en mode parce que le mec était venu via les critiques. Et donc, il s'est peut-être fait un truc où il avait beaucoup d'attentes. Ouais. Et désolé d'avoir déçu. Mais où il dit, je n'ai pas ri pendant le truc. Il joue des personnages qui sont grossiers, mais il les joue bien. Donc t'as un truc en mode, tu sais, il te fout une baffe et un peu ambivalent, quoi. Bisous. Et je n'ai pas ri à part à la fin où il a fait 3-4 blagues, donc c'était mes impros en dehors que je faisais avec eux, qui elles sont réussies. Et j'ai fait putain, la façon où c'est écrit et tout, je fais ok. Mais tu vois, je suis content parce que c'est normal et c'était sûr que ça n'est pas forcément plat à tout le monde et qu'il y a des moments où j'étais pas ouf. Et c'est cool de le voir aussi parce que ça te permet de te dire si t'as que des avis parfaits. C'est pas ça qui te fait tant mieux que ça plaise, mais faut continuer de bosser, faut continuer de faire le truc. Et ça allait aussi avec un truc où je me suis rendu compte que j'ai kiffé le faire, mais ça a eu la bonne durée. C'est-à-dire que j'avais vite envie sur la fin, je commençais à faire des impros avant, après, des trucs où t'es plus dans le même spectacle et où je me disais mais en fait j'ai plus envie de jouer ça, je l'ai joué, ça m'a permis de faire ça sur ce moment-là, de montrer que je savais jouer, que j'étais comédien. J'ai eu des super retours de metteurs en scène. Des retours publics étaient cool et je me suis dit, bon, ça veut dire que j'ai envie de faire autre chose, que je prends un peu peut-être moins de plaisir là sur la fin sur ce spectacle ou que je vais découvrir autre chose et donc du coup ça a eu sa vie et c'était trop cool. Ok.
Donc là, t'approches le deuxième spectacle qui s'appellera Fou. Ouais, c'est ça. Différemment du premier. Ouais. C'est quoi tes grands enseignements entre le premier et le deuxième? Là, je vais avoir beaucoup plus de liberté de jeu dans le sens où c'est pas un truc théâtral où vraiment, pour le coup, fallait que je sois au texte près. Mmh. Là, il y a des moments de liberté qui vont se faire, des moments un peu de chute libre, et on va voir si j'ai le parachute ou pas. Mais je suis fan, et vous pouvez tous regarder ça si ça vous intéresse sur YouTube, des formats de spectacles de Robin Williams. D'accord. Il y a ces stand-up qui sont dispo, etc. Donc c'est pas forcément, il y a des personnages, il y a de la folie dans la façon de faire. Le sujet est différent, beaucoup plus personnel, on va dire. Enfin, je rendais hommage à ma famille, mais là c'est personnel autour de, il y a le rapport mère-fils. Je parle beaucoup de ma maman, je parle de moi sur plein d'aspects. Justement, c'est manque de confiance, que ce soit dans les relations avec les amoureuses que j'ai eues ou manque de confiance dans d'autres domaines, etc. Ma naïveté, je suis un grand naïf. Jusqu'à The Last Dance, j'ai cru que c'était Bugs Bunny qui avait relancé la carrière de Michael Jordan. C'est te dire à quel point j'étais. Il y a une frontière entre naïf et con qui est très très fine. Et tu l'as franchi, quoi. Ouais. Et quand on était petit, les gens disaient à ma mère, il y a des gens qui ont la tête, d'autres qui ont les jambes, et Simon il a les jambes. Et ma réaction c'était de dire je cours vite. Donc ça, je l'ai bien pris. Et donc je parle de plein de choses. Je parle de ma copine avec qui ça y est, je me suis fiancé. Félicitations. Ouais. C'est gros moment. Là, début janvier, j'ai fait un sketch 2 semaines après dessus au Café Oscar pour expliquer. C'est une galère, les gars. Quoi que vous fassiez, vous avez pu tout préciser, essayer de maîtriser au max. La demande, il y a 1000 trucs qui se créent et c'est assez drôle. Donc non, je parle de ça, de la vie d'après, et il y a un côté un peu Truman Show dans le spectacle. Donc l'affiche, normalement, il y aura une petite ref au Truman Show dans l'affiche du spectacle. Et Truman Show par rapport à ma maman. Donc pas le côté télé-réalité comme dans le film, mais le côté j'aimerais bien ouvrir une porte et il y a une connexion vraiment entre les mondes, un peu en mode Dragon Ball. D'accord. Et si je pouvais voir ma mère sur une journée ou 15 minutes et savoir comment elle vit, et si vraiment elle voit ce que je vis, et elle qui a dit je me fais pas de soucis pour toi, je fais putain mais moi je m'en fais beaucoup tous les jours. Donc il y a tout ça dans le spectacle. Et je suis au naturel, et j'ai eu ce déclic là grâce à un étudiant. En fait, j'ai eu la chance pendant le spectacle ensemble, j'ai eu des étudiants qui sont venus me voir. Il y avait un tel relationnel parce que je suis quand je donne mes cours, je fais mes vannes, je fais mes trucs, etc. Et en fait, ils avaient payé des places parce qu'ils pensaient voir un peu un stand-up, mais comme je suis avec eux, c'est-à-dire avec le même débit de vannes, débit d'impro, etc. Ouais. Et en fait, ils s'attendaient pas du tout à voir une comédie de théâtre. Bon, ils ont apprécié, mais et lui, il est venu me voir à la fin d'un coup, il m'a dit, monsieur, on s'attendait pas à ça. Mais c'était bien, mais en fait, on avait payé pour vous voir vous, quoi. Et je fais, waouh, c'est touchant. Ça me posait beaucoup de questions. Il y a une autre étudiante qui avait attendu pour me dire, ben en fait, je sais pas si tu te souviens, mais il y avait donc les admissibles en école. Moi, j'avais fait un stage pour l'école quand je faisais cours Florence. C'était compliqué d'avoir un stage dans une boîte, etc. Et en gros, j'aidais à l'accueil des étudiants qui passaient leur concours dans l'école pour intégrer l'école. Ouais. Et donc, mon job, c'est de faire en sorte qu'ils aient un bon accueil, qu'ils y soient bien et qu'ils s'amusent, etc. Et les gens qui stressaient, bah, j'avais déjà un peu ce côté. Il y avait un prof au cours Florent, Fabrice Michel, qui disait ça, que j'étais un peu un chien qui reniflait les problèmes des autres et qui venait pour faire une petite vanne et une petite caresse. Je suis un chien. Sympa. Et du coup, cette fille-là, cette étudiante-là me disait, je sais pas si tu te souviens de ça, donc moi je m'en souvenais pas forcément, on en voit tellement passer. Et elle me dit, je stressais de ouf et tu m'as fait, je sais pas, 20 vannes d'affilée pour que je sois à l'aise. Et elle me dit, on sentait que c'était authentique et gentil et tu pouvais faire n'importe quel style de vanne que ça passait, tu vois. Et en fait, les deux m'ont permis d'avoir un déclic, de me dire, en fait, ça fait 5 ans, 6 ans que j'ai ma boîte là. Et en fait, ça fait 5 ans, 6 ans, techniquement, que je rôde déjà un peu ce spectacle-là. Bien sûr, oui. Okay. Et donc là, j'ai eu le déclic au Café Oscar parce que j'ai fait des comedy clubs là, à Barbès, Joke, etc. Et où j'avais encore trop un truc où je jouais un mec qui faisait du stand-up. Tu vois ce que je veux dire? J'étais pas moi-même. C'était trop genre... Tu t'essayais j'étais dans une diction qui était pas la même. Ouais. Et ce que tu peux voir classiquement dans les rythmes de stand-up. Et je me dis, mais c'est pas ça que je veux faire. Parce que c'est pour ça que je faisais pas de stand-up avant. J'étais moins à l'aise, moins bon là-dedans. Et là, j'ai trouvé mon style enfin. Et c'est ce que je fais un peu dans les vidéos en ce moment sur Insta, là tous les jours, ma petite folie matinale, et que je retransmets sur scène, plein d'énergie. Si on fait un personnage, je fais un personnage. Si je me perds dans une digression, je me perds dans une digression. Je reviens sur le sujet. Et grâce à eux, et merci à eux, j'ai trouvé enfin le style qui me convient. Et là, sur un spectacle que je poussais sur plusieurs années, et jouer partout en France, avec le goal donc ça prendra du temps. J'aimerais bien faire ça. Je m'étais dit 27 décembre, tu vois, 2027, 2028, voire 2029, à l'Olympia. Et me dire, là,
si j'arrive à faire ça, là je me sentirais vraiment comédien truc et ouais, un peu le check, tu vois, sur Insta bleu, bah moi je l'aurais en rouge. Si je peux à l'Olympia, c'est mon rêve et je bosse pour ça, et me dire papa, on va monter sur scène à l'Olympia. Donc pour toi, un comédien accompli, c'est quelqu'un qui, selon toi, a fait l'Olympia au moins une fois. Enfin voilà. Non, pour moi, pour ma personne. Ouais. D'accord. Non, il y en a que je considère comédien de ouf. Mais c'est un peu comme Omar Sy qui disait avec le César. Ouais. Tu te dis ça y est, je peux me considérer dans le côté acteur famille, tu vois. Mm-hmm. Là où avant, pour moi, Omar Sy était largement acteur. Un de mes films préférés, c'est Tellement proche. Il n'avait pas besoin d'un César pour que tout le monde puisse se dire ce mec-là il est ouf et il est talentueux. Ouais. Mais c'est plus un truc perso. Non, moi il y a des gens qui font ça même. Enfin, il y a même pas une recherche pure. Il y a forcément une recherche de reconnaissance, d'applaudissements et tout quand tu le fais. Mais t'as pas besoin d'être le plus célèbre du monde pour. Je prends un plaisir fou, tu vois. Quand j'étais à Divine, t'avais une salle de 60 places, t'avais 50 personnes. Mec, j'étais le plus heureux du monde. Et c'est ça que je recherche. Je recherche pas forcément à être le plus célèbre, à avoir le plus de millions sur Insta, etc. Mais et donc tu dis si j'ai mal compris, donc l'objectif c'est de lancer ton spectacle et objectif début 2027, 28, 29 quand ça pourra faire l'Olympia. Tu vises quand ta première représentation? Là, je vais faire une V1, je pense en juin-juillet. Juin-juillet, d'accord. Je suis en train de voir, je vais faire une au Mans parce qu'il y a toujours un petit passage au Mans, ça me fait toujours plaisir. Et de voir avec un théâtre parisien là pour faire une première version. Ok. Pour tester des trucs sur 1h30. Vraiment que ce soit un laboratoire, sachant que je fais déjà des rodages dans des cafés-théâtres. Et à partir de septembre, avoir un point régulier dans un théâtre à Paris. D'accord, ok. Et après, à partir de 2026, commencer à faire des tournées ou alors de faire des mini-shows par-ci, par-là, des showcases. Et faire des tournées 2026-2027. Et t'es toujours accompagné par Bruno Cadillon, c'est ça? Pas sur ce projet-là. Celui-là, d'accord. Lui, il est vraiment plus sur un aspect théâtral, donc ça allait très très bien avec le seul en scène. Ouais. Et puis lui, il a d'autres projets. Là, il s'est mis, il a un album qui sort. Il a des, ouais, vous pouvez suivre ça. Il a un album. Il a un style un peu à la Bachung que j'adore. Lui, il crée, putain, c'est une machine à création, que ce soit théâtre ou chanson. Et il a des projets de mise en scène. Il a des projets sur différents types d'ailleurs de pièces de théâtre. Donc à suivre, c'est Cab, son nom d'artiste de chanson. Mais c'est AB. Mais vous pouvez écouter ses chansons. Là, il fait des petits concerts par-ci par-là. Il commence à roder son truc aussi. Donc non, on a 2 projets distincts. On suit toujours évidemment. Je lui demande quand même son avis sur ce que je fais. Ouais, c'est toujours bon à prendre. Ouais. En tout cas, ce qui transparaît beaucoup depuis le début, c'est que tu as l'air d'avoir une grosse attache familiale, aussi bien des personnes très proches de toi comme Bruno que ta famille pure et dure. Je trouve ça extrêmement touchant, et le fait que t'aies cette part-là de naturel et t'acceptes en fait. Enfin, ils te le rendent bien aussi. Je trouve ça vraiment phénoménal parce que c'est pas forcément systématique, donc ça fait le mot au cœur. Ouais, non, c'est une chance, et mes frangins. Ils sont venus voir, j'ai un de mes frères encore plus que. Ils sont toujours au Mans, eux? Non, on est tous les 3 sur Paris. Okay. Mon papa est sur le Mans et ma grand-mère maternelle est sur le Mans. Mm-hmm. Et même ma grand-mère paternelle était venue, elle est de Pornic, elle est venue à Paris pour voir mon spectacle aussi. C'était trop touchant, je lui ai fait venir sur scène aussi. Mais il y a un truc où, ouais, mes frangins sont venus voir mon père aussi, je ne sais combien de fois le spectacle. Non, ils sont d'un grand soutien, et c'est eux qui m'ont aussi donné. J'ai eu de la chance de grandir dans une famille, mais c'est les plus drôles du monde. Ouais. Il y a un amas de conneries. Mes parents, mes frangins, j'ai mon oncle Laurent, je pense à lui. C'est notre José Garcia de la famille, tu vois. Mm. Et à la fois physiquement et à la fois dans les vannes, c'était des conneries, putain. Et en fait, tu te nourris de ça. Et donc eux aussi, mes cousins, tout le monde. Et mes frangins, je te dis, c'est des conneries sur des conneries. Et puis il y a le côté pas trash talk, mais tu sais, de vannes. Ouais. Donc en plus, t'es obligé de plus être susceptible, mais pas que de ça. C'était de l'absurde. Ouais, c'est de l'absurde total. Ils m'ont fait découvrir les nuls assez tôt. Donc je suis un grand fan d'Alain Chabat, et mon rêve, pareil, ça fait partie de mes rêves, c'est de tourner avec Alain Chabat ou de faire un burger quiz ou des trucs comme ça. Et eux, c'est un soutien indéfectible, et quoi que je fasse, ils sont là. Et là, tu vois, je suis content, c'est que le dernier sketch que j'ai fait là au Café Oscar, ils ont vraiment éclaté de rire. Encore plus qu'avant. Et mon père m'a dit, et d'avoir cette phrase-là, mais mec, mais rien que ça, honnêtement, même si ça s'arrêtait là, j'aurais eu ça dans ma vie. Il m'a dit, écoute, avant, ça m'a fait sourire, ou ça m'a impressionné le truc à ensemble de voir les personnages. Il me dit, c'est la première fois vraiment, je te jure, j'ai éclaté de rire comme je rigole à Jérôme Commandeur, Alban Ivanov, machin. Et d'avoir ça de mon père, je me dis, ça y est, je suis sur le bon chemin. Ouais, c'est quelque chose. J'ai le bon truc. Évidemment qu'il y aura des trucs qui sont pas parfaits et que ça va se perfectionner au fur et à mesure.
Non, c'est une chance d'avoir cette famille-là, d'avoir les amis que j'ai. Thomas, on en parlait. J'ai des amis extraordinaires aussi, et c'est cet entourage-là qui fait quoi qu'on fasse dans la vie, les projets. Et j'ai la chance maintenant, je vais me marier avec, mais d'avoir quelqu'un dans ma vie qui me soutient, qui subit aussi mes vannes, parce que parfois j'ai trop d'énergie, j'en fais 40 à la seconde, elle me fait bon, écoute, t'es mignon, mais donc sur une blague réussie, elle en a subi une bonne centaine qui n'ont pas marché, donc. Et encore sur la centaine, là où je suis pas un peu fier, mais. Non, mais elle est difficile. Mais parfois c'est vrai que c'est pour ça, je fais des voice notes aux copains quand j'ai trop d'énergie. Ouais. Je fais souvent 1 minute de conneries où je dis vraiment mais de la merde. C'est toi qui fais les vocales de 3 minutes là. Non, une max. Une max, bon. Ouais. C'est raisonnable. Non. Ou une fois, il y a quelqu'un qui m'a fait 3 et je lui en ai fait 8 par pur mais au bout de 4, tu sais plus, donc ça devient vraiment catastrophique. Et non, je fais une max, et en fait, c'est grâce à eux que j'ai lancé là le format des folies matinales sur Insta. Ouais. 2 par jour que tu fais? C'est une vidéo par jour. Ouais. Où l'idée c'est de donner du peps et une dose d'énergie aux gens, de smile pour leur journée de boulot. Tous les jours? Tous les jours. Vendredi ou week-end aussi? Bon, là j'ai pas fait ce week-end. D'accord. Je me dis que les week-ends normalement les gens sont contents d'être en week-end. Oui. Donc je me laisse une petite pause, mais à voir si l'inspiration me dit vas-y fais 7 sur 7. Et c'est grâce à eux parce qu'ils m'ont dit mais en fait vas-y fais un podcast, j'aimerais ça, machin, etc. J'avais même fait une V1 d'un podcast, mais j'étais tout seul, et donc en fait le problème c'est que faut partager ces moments-là, donc ce sera sûrement sur un format un peu comme des émissions de radio ou autre. Mais le format c'est grâce à mes copains qui m'ont dit putain c'est trop cool, j'aimerais ça tous les matins, et je me suis dit bah attends si eux ils aiment ça, il y a peut-être un format à aller creuser un peu. Il y a une demande. Il y a une demande. Et là l'école de commerce, merci les enfants de ce diplôme. Il y a des sous à faire. Voilà, exactement. Écoute, mec, ça va faire un petit moment qu'on parle. J'adorerais continuer. Non. Le mec qui se m'emporte à vous. Excuse-moi, putain, pardon, je suis désolé, on doit faire 20 Le minutes. mec n'a pas compris le principe du podcast. Je vais te poser la question qu'Erwan a pour toi. Erwan qui est venu il y a quelques jours chez moi. Ouais. À la fin de journée ordinaire, donc là maintenant tous les jours, ce week-end, aujourd'hui, comme tu veux. Est-ce que t'es heureux? Ouais. Ouais. Genre comme. Après, il y a des trucs où t'es pas dans le même mood, où tu te poses 15 000 questions, etc. Mais je vais faire mon podcast Instagram. Non, j'ai réussi à avoir une routine où je fais du sport, je fais de la méditation, des trucs et tout, mais qui me font du bien pour démarrer la journée. Et à la fin de la journée, maintenant, j'essaie de me coucher en me disant, ok, il y a des trucs, peut-être que c'est une journée où j'ai pas été productif. J'aurais aimé faire plus de trucs, où c'est imparfait. Mais je me couche en me disant, écoute, accepte ça. Et en vrai, regarde, la vie est cool, tu te retournes, t'as ta future femme à côté de toi, ta famille va bien. Ouais. Il y a des jours pas forcément. Et évidemment, c'est une période où, tu vois, je suis encore à la fois je fais les formations et tout, mais je suis pas à la rue. J'ai un foyer qui est ouf, j'ai un entourage de ouf. Donc j'arrive à relativiser, mais ça aide. Enfin, tu vois, après ce qu'on a vécu aussi avec le décès de ma maman, etc. T'es obligé de relativiser. Donc les problèmes ne sont pas les mêmes. Ouais. Mais à la fin de chaque journée, j'essaie de pas partir au sommeil. Il y a des trucs parfois, donc je regarde une connerie sur YouTube ou je sais pas quoi pour m'enlever des pensées ou des trucs. Mais en règle générale, je suis bien. Évidemment que j'ai hâte que mes projets arrivent et tout, mais ce chemin-là d'embûches, de te dire faut que tu te motives un peu plus, faut que tu te bouges un peu plus et tout. Il est beau, donc il y a des embûches, mais en vrai je pense que je suis plutôt heureux dans la vie. Donc tout n'est pas tout blond, tout n'est pas tout noir, mais non, la moyenne est plutôt bonne. Ça, il y a pire quoi. Ok. Est-ce que comme disait Ken Kojandi il y a quelques jours, quand tu prends ton café le matin, tu te dis c'est pas mal quand même. Il y a des matins où je me le dis pas parce que il y a des moods où on est moins bien. Mais je suis d'accord avec lui là-dessus. Et c'est vrai que cette interview avec Hugo Décrypte dont tu parles, il en a sorti où c'est ouf. Et la phrase que j'adorais, c'est quand il a dit qu'on était tous des losers avant de réussir. C'est vrai. Et que si tu catches chaque moment, alors là, t'en as 15 000. Hein. Moi, tu vois, j'ai raté médecine, j'ai raté des scènes, j'ai raté des trucs, blagues, beaucoup de blagues, j'ai raté plein de choses. C'est sûr qu'à tout moment de ma vie, je suis loser, mais c'est cool d'avoir ce recul-là, Ok. Et donc, Simon, quelle est ta question? Ma question pour le prochain, on va partir sur le côté rêve et projet, donc en espérant que cette personne-là ait des rêves, c'est savoir quelle est sa prochaine deadline. Et donc de se fixer un objectif sur les 3 prochains mois, de se fixer une date et de se dire dans les 3 prochains mois, sur un rêve sur lequel il aimerait avancer, qu'il se fixe un premier objectif par rapport à ce rêve-là dans les 3 prochains mois. Donc c'est un rêve, c'est une question défi. Quelle est sa prochaine date? Je le connais, donc je pense que je peux déjà anticiper sa réponse. Est-ce qu'on pourrait pas étirer ça à 1 an? Ouais. Ou tu sais quand il demande 3 mois, 1 an? Non, mais c'est quand il veut.
Okay. Mais souvent, je dis, quand même. Ouais, bah, en gros, c'est parce que soit il a un vrai truc et ça le botte et c'est ce qu'il est en train de faire. Et donc, je lui dis, bah, vas-y, une date, par exemple, je te dis l'Olympia. Moi, j'aimerais bien fêter mon anniversaire à l'Olympia en mode kiff. Donc, 27 décembre. Évidemment, en 2028, j'en sais rien. Quand ça peut se faire, mais dans les... Pourquoi pas 25, mec? Faut rêver grand. Parce que au pire, souvent... Au pire, le premier rang, mais au moins... Parce que, c'est ça. C'est parce que souvent, c'est déjà pris d'assaut. Non, mais tu vois, dans les 2-3 ans, je me dis, si je travaille bien et que ça se fait bien et que t'as un peu le coup de chance, dans les 3 ans, allez, on va dire. Mais voilà, non, lui, évidemment, s'il a déjà un truc, souvent je dis 3 mois parce que c'est ceux qui n'ont pas réfléchi forcément à ça. Ouais. Mais non, la date qu'il veut par rapport au prochain objectif. D'accord. Et comme ça, tu le réinviteras. Il te dira, est-ce que j'ai fait le truc? Suspense. Ok, on fera une petite... ça marche. Une autre question que j'ai pour toi, c'est est-ce que tu comprends dans ce que tu fais, ce qui vraiment te fait kiffer? Genre quand tu fais de la scène, t'as derrière, j'imagine que c'est le moment qui dit, waouh, en fait, ce que je fais, c'est trop bien, ça vaut les heures et les heures de répète. Est-ce que tu arrives vraiment à comprendre tes mécanismes et tes leviers qui te font, en fait, fonctionner, qui te poussent à faire des projets? C'est les rires, forcément. Ça, c'est, j'écoutais encore des interviews de Gad Elmaleh où il en parlait. C'est une drogue qui est, ou Pierre Ninet en parlait aussi, c'est une drogue qui est folle. De voir que tu fais marrer des gens, c'est le plus pouvoir de ouf. Non, donc ça évidemment. Mais je te dis, c'est quand je vois là mes étudiants que j'ai eu, par exemple là, on a terminé le premier semestre avec certains étudiants en janvier. Ouais. Quand les mecs sont, je leur fais les retours, que je vois que ça les touche, qu'ils sont contents, qu'ils ont progressé, qu'ils sont heureux, que tu les as fait marrer, que tout. C'est te dire que tu as eu un petit impact dans la vie des gens, que ce soit par le rire, donc c'est de leur donner un moment de bonheur ou de joie pendant 1 heure sur scène ou n'importe. J'ai fait un regard cam. Ah, c'est fou. Ok. Pour vous. Et non, donc ça, ce truc-là, c'est le plus beau cadeau de se dire que tu rends un peu des gens heureux sur un instant T où tu as eu un impact pour eux. C'est juste ça. Ok. Trop bien. Bah écoute, je peux te le dire honnêtement, j'ai passé une super heure et demie. Moi, j'ai passé 1h30 de kiff. Bah, ça me fait plaisir. C'était très agréable. Très bien. Il y a aucun moment où j'ai stressé, où je savais pas où j'allais, mais j'ai kiffé. Où est-ce qu'on peut te retrouver aujourd'hui? Eh ben, écoute, là, je suis en train de faire des comedy clubs, donc je vais sur Insta. T'annonces en amont ou alors tu veux que ce soit public neutre possible? Là, je vais mettre les trucs en marche. En fait, c'est au moment où on fait le podcast. Donc, quand tu sortiras, peut-être que je te ferai un mec. Est-ce que tu peux rajouter en dessous dans une petite lanière des trucs? Mais pour le moment, c'est en pourparler. Mais en gros, ce sera sur. Vous aurez toutes les infos sur Insta, TikTok, trucs comme ça, et même LinkedIn. Oui, tant qu'à faire, pourquoi pas. Et donc il y aura toutes les infos. Donc en ce moment, c'est des comedy clubs. Donc parfois c'est du jour au lendemain, parfois je sais 1 semaine à l'avance. Là, bah non, ce sera en mai. Tu m'as dit que ça allait diffuser. Ouais, normalement en mai. On verra. Donc parce que j'allais te dire il y a des dates en avril, mais du coup voilà. Mais non, en gros, tout sera sur mes réseaux. Et d'ici là, il y aura un site internet en plus où il y aura toutes les infos. Donc checkez ça. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans l'immédiat? Dans l'immédiat, bah écoute, 2 choses. La V1 du spectacle qui va se caler bientôt, la date de la V1. Et j'espère, là, je suis en train de voir pour le lieu, c'est ça qui galère le plus, pour le tournage de la mini-série que je suis en train de préparer. Ah oui, c'est vrai que t'as parlé de ça, on n'en a pas parlé. Mais pas de soucis, t'en fais pas. Ça sera pour une 2e émission. Ouais. Non, donc ça, et là, un mariage heureux. Un mariage heureux? Voilà. Qui est pour quand? Qui est... Venez, vous êtes tous invités. Qui est... la mérite la cérémonie, le et ben on sera là, ça marche. Et ben avec plaisir. Merci beaucoup Simon. Merci à toi, c'était un bonheur. Merci d'avoir écouté Rupture Co. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager et laisser un avis, ou même à nous contacter directement pour nous le faire savoir. Tu retrouveras nos contacts et réseaux sociaux dans la description de l'épisode. Et en attendant le prochain, pose-toi la question, et toi, tu veux faire quoi quand tu seras plus grand ?